Moi je me souviens qu'à l'époque j'étais vraiment en mode si on fait 500 000 vues déjà ce serait pas mal, mais de là à faire 6-7 millions de vues, non, c'est vrai que c'était une bonne récompense du coup de... Ça fait plaisir. Nous sommes au loft d'artistes pour le nouveau clip, le nouveau son de Saint Graal au programme de la couleur et de la joie de vivre. Coupé. C'est parfait. Merci. Toi t'as une bagnole, ok on la récupère, bon, comme ça on pourra aller dans tel endroit, ok il faudrait qu'on récupère une baignoire parce que c'est sous la douche. Elle a fait une arrivée retentissante sur YouTube avec ce fameux projet, cette vidéo que du coup tu as réalisé et qui a tapé genre les, je sais pas aujourd'hui, les 6-7 millions de vues, quelque chose comme ça. Là aujourd'hui je me place plutôt en mode, t'as un projet, mais ton projet de l'année, tu viens me voir éventuellement. Je pense qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, je sens qu'il y a un pivot à ce moment-là et je me dis, oula, le clip, je suis pas sûr que je vais avoir forcément une carrière là-dedans. Même Spider Gims, c'est un clip qui coûte moins de 10 000 €, tu vois. Ah ouais, par exemple, une vidéo comme celle de Magla, Jure c'est à toi, ça coûte combien? Plus de €. Solo Créa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue sur Solo Créa. Je suis trop content de te recevoir. Voilà, je te l'ai déjà dit juste avant qu'on commence. C'est trop cool. Tu fais partie des invités que je voulais recevoir voilà, depuis longtemps et tu m'as fait voilà, l'honneur de venir, sachant qu'on ne se connaissait pas. Merci pour l'invitation, surtout. Oui, non, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas depuis vraiment 2 minutes. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment un plaisir et voilà, comme je disais, on ne se connaît pas encore. Je suis trop curieux d'en apprendre plus en fait sur ton parcours, ta vie, même un peu perso et d'en apprendre plus aussi sur le métier de réalisateur, puisque du coup tu es réalisateur, voilà, tu vas nous en parler, mais c'est un métier que je connais très mal, voilà. Moi je viens de la post-production, surtout comme je te l'ai expliqué sur YouTube, où, voilà, j'ai mangé de la vidéo. On travaille ensemble d'habitude du coup. C'est ça, exactement. Mais la partie, on va dire on-set sur les plateaux, organiser les tournages et tout, c'est un métier que je connais très mal au niveau à tout point de vue en fait, et du coup je suis très intéressé d'en découvrir un peu les dessous, parce que j'ai assez peu au final échangé avec des réals qui ont autant d'expérience que toi, tu vois, on va dire dans l'influence et sur YouTube. T'as pas fait que ça du tout, donc tu vas pouvoir me l'expliquer. Si ça te va, je te propose de commencer sur une petite présentation de ta part. Donc voilà, quel âge as-tu, d'où viens-tu, par quelle porte es-tu rentré, on va dire, dans ce monde-là. Et ensuite, j'ai plein de questions à te poser sur ton organisation, les conseils potentiellement pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui voudraient se lancer, on va dire, et travailler dans l'équipe d'un réal comme toi, ou peut-être, pourquoi pas, devenir réalisateur. Très bien, bah écoute, moi, donc Damien Maubert, 26 ans aujourd'hui, et donc réalisateur, auteur et créateur de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Ça coule de source avec la configuration actuelle. C'est vrai que sur les réseaux, ça prend beaucoup de place. Et donc, d'où je viens, là-bas, je viens des Deux-Sèvres. Donc, pas du tout de Paris de base. Donc, pas énormément de portes. En effet, du coup, tu disais justement comment j'en suis arrivé là. C'est vrai que c'était pas écrit de base et c'était pas évident. Et quand je disais que je voulais être réalisateur, parce que ça fait longtemps que je veux être réalisateur, et c'était du coup toujours le métier en mode oui, c'est bien. Et c'est quoi le plan B? Mais je me suis accroché à ça. Et donc, du coup, j'ai fait une étude lycée déjà avec option cinéma audiovisuel. Et par la suite, je suis parti à Cannes pendant 2 années pour faire un BTS audiovisuel option métier de l'image, donc spécialisé. Donc du coup, à la base, ça, c'est plus un BTS qui te pousse à devenir soit chef opérateur, chef électricien, machinot, etc. Donc tous les métiers de l'image, mais plutôt techniques, pas réalisateur, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse école de réalisation. Comme beaucoup de réalisateurs, il y en a plein qui pourraient te dire en mode moi, j'ai fait une fac d'histoire et j'ai fini par être réalisateur parce que j'ai monté mon projet. Bon, il y a plein de cursus différents, il n'y a pas un tracé pour devenir réalisateur. Mais suite à mes études, du coup, de mes 2 années à Cannes, je suis monté sur Paris. À la base en tant que technicien, parce que je suis rentré en télévision, j'ai commencé à travailler sur la matinale de Jean-Jacques Bourdin. À quel âge du coup? À 20 ans, 21 ans? 20 ans, ouais, je suis monté sur Paris. Je crois que c'était la fin de ma 19e année, 20 ans, avec ça. Et donc, je faisais chef opérateur, donc je m'occupais des caméras, de la colorimétrie, du coup, dans le groupe Altis Media, qui gère aussi BFM TV. Donc, par la suite, j'ai aussi travaillé sur BFM TV, donc le face-à-face de Bourdin, etc. Donc ça, c'était chouette, c'était une bonne expérience. Donc, ça m'a permis de faire un pont en arrivant sur Paris pour avoir mon intermittence, parce que je suis intermittent du spectacle, donc. Et donc, de cumuler rapidement des heures, parce que la télévision, il y a quand même beaucoup de flux, beaucoup de demandes. Et en parallèle de ça, toujours l'envie de faire de la réalisation. Donc, j'ai commencé à écrire mes propres projets et je voulais vraiment aller dans la fiction.
Sauf que j'ai un de mes amis qui était sur Cannes, qui était batteur dans un groupe, qui m'a dit est-ce que vous seriez pas chaud du coup qu'on fasse un clip tous ensemble? Moi j'étais en mode pour un clip. Au début c'est vrai qu'honnêtement c'est pas ce qui me stimulait le plus parce que j'étais en mode non, je vais faire de la fiction, je vais faire du cinéma, etc. Mais toujours un peu les ambitions. Tu sais, quand t'es jeune, t'as envie vraiment tout de suite, t'as envie de faire un long métrage, alors qu'en vrai tu te rends pas compte de tout ce que t'as à apprendre encore. Tu vas m'expliquer le chemin un peu classique. J'ai l'impression que c'est vrai que la fiction et le cinéma long métrage c'est vraiment le truc de tous les réals en devenir en tout cas. Ouais bah. Vrai de l'extérieur, tu vois, mais... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait rêver, c'est le grand écran, c'est voilà, le 7e art, et puis il y a aussi le fait de regrouper toute une partie de population dans des salles qui viennent voir ton histoire que tu as racontée, en tout cas une histoire que tu avais envie de défendre, et du coup c'est quelque chose de beau et quelque chose qui est stimulant, et puis surtout le projet, il y a toute l'histoire, enfin tout le projet au-delà de la sortie en salle et de montrer son film, il y a tout le processus de création, de l'écriture au tournage, qui sont aussi des véritables expériences. Vraiment un tournage c'est vraiment un peu une colo. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc-là de vouloir vivre une expérience de bout en bout, de l'écriture, de monter le projet, le tourner. Et puis après, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment s'il sort en salle et qu'il est vu et apprécié. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et apprécié. Alors ça, c'est sûr, parce que là, ça te coche une case pour éventuellement continuer. Donc voilà, donc c'est un cheminement qui est assez long, mine de rien. Et donc, du coup, j'ai accepté de faire ce clip-là. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, du coup, contrairement à avant où je faisais pas mal de courts-métrages, j'avais eu l'occasion d'avoir quelques prix, c'est ce qui a permis de me distinguer un peu sur la côté réalisation et de donner confiance à certains de mes amis et aux premiers artistes avec qui j'ai commencé à collaborer, d'avoir un peu en mode été distingué, en mode c'est bon, regardez, je sais réaliser des projets, j'ai eu tel prix, voilà, c'était des petits prix dans différents festivals. Tremplin, on va dire, nécessaire. Ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a permis de faire, justement, quand j'avais 18 ans, de passer les premières fois dans Le Courrier de l'Ouest, tu vois, genre des trucs passés sur France Bleu, etc. Voilà, tu as quelques visibilités qui te permettent de donner une certaine crédibilité. Et en fait, et de là, suite à ce clip-là, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, ok, il faut que je continue dans le clip parce que c'est vraiment intéressant. Et ce qui me plaisait là-dedans, tu vois, en comparaison du coup avec la fiction, c'est que l'artiste vient te voir. L'idée, c'est de tourner un clip, mais c'est pas dans 2 ans, tu vois, parce qu'un clip, c'est genre, généralement, tu as sorti ta musique, donc tu veux la sortir rapidement. Donc, le processus d'écriture, c'est genre 2 semaines, et encore là c'était parce que c'était des projets en mode tranquille, bénévole à l'époque, etc. Parce qu'après quand tu rentres dans l'industrie, c'est en mode la consigne c'était pour hier. Donc tu vois, dans la musique, c'était vraiment pas mal ça par la suite, mais là comme c'était des projets un peu bénévoles, les artistes pouvaient pas vous dire en mode de nous imposer ça, sachant que c'était des potes. Donc on a écrit ça en 2 semaines, puis au bout de 2 semaines on faisait la pré-production, puis le mois d'après on tournait, puis après en 1 semaine et demie le clip était abouti et il sortait 2 semaines après. Donc du coup la première fois que j'ai vécu ce truc là avec le clip, je me suis dit ça c'est marrant, il y a quand même un truc hyper stimulant et kiffant honnêtement du fait tu réalises un projet et il sort très rapidement. Et donc de là, je me suis dit ok, puis je me suis engouffré dans le clip et après j'en ai fait pas mal jusqu'à faire du coup voilà Big Flo et Oli avec Spider Z, on a fait un très beau clip ensemble, Offenbach et non, c'est quelque chose qui a été vraiment chouette. Et c'est comme ça, du coup, voilà, j'ai fait ce cheminement-là et je suis passé du clip bénévole à du clip produit et à commencer à en vivre et du coup à en faire de ma passion, du coup, mon métier. Trop cool, très clair. Écoute, donc en gros, si j'essaye de résumer, tu me dis si j'ai bien compris, tu voulais faire de la fiction, on va dire, du cinéma en fait au début. T'es rentré finalement par la musique. Ouais, c'était une porte d'entrée, ouais. Voilà, t'as pris la porte d'entrée, on va dire, des clips de musique. Après, t'as fait un peu d'autres choses, peut-être de la publicité, etc. Et au bout d'un moment, t'es rentré sur l'influence, qui est encore un autre milieu, donc particulièrement YouTube, du coup. Est-ce que tu peux me citer quelques exemples de créateurs, créatrices avec qui t'as pu collaborer ou projets on va dire, sur YouTube, on va dire que tu as pu réaliser pour que les gens puissent se rendre compte parce que potentiellement, ils ont déjà vu certains de tes projets. Sur YouTube, j'ai bossé plus dans l'ombre de certains projets, mais sinon, dans les grosses rêves, du coup, j'ai fait Gizzy avec qui on avait justement, c'était ma transition clip en clip, justement. Genre, on a fait vraiment un projet ensemble de clips et du coup, c'est là où j'ai commencé à rencontrer les gens de YouTube. Et sinon, il y a le projet Jure c'est à toi avec Magla, du coup, que j'ai réalisé, produit et sur lesquels je suis intervenu sur tout l'aspect créatif avec Sefi qui travaille avec Magla et avec Guillaume Natas aussi, qui était sur le projet. Et donc ça, c'était ma transition un peu YouTube qui m'a fait rencontrer toute la partie créative et qui a fait que par la suite, je me suis moi-même lancé sur les réseaux sociaux, de rencontrer tous ces créateurs-là. Donc du coup, non, c'est ça qui t'a motivé aussi. C'est ce qui m'a motivé parce que en fait, il y a eu un cheminement de plein de choses. C'est que au moment où j'ai commencé, c'est vraiment Gizzy, je pense. Okay. Quand on a fait ce projet-là, en fait, quand on a fait son projet, par la suite, il y a toujours les artistes quand ils sortent des musiques, etc. Il y a des release parties. Et en fait,
fait, il y avait une release party où, en fait, il a invité tout son entourage de YouTube. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai rencontré, justement, il y avait des Inox, des Michou, voilà, il y avait beaucoup de grosses refs, en fait, de YouTube. Et de rencontrer pas mal de personnalités de YouTube que j'appréciais beaucoup, mais en même temps, j'avais pas forcément de point de vue sur YouTube. J'étais un peu en mode, ok, je kiffe. J'ai toujours été très consommateur de YouTube, j'adorais. Mais je pensais pas forcément un jour produire un projet pour YouTube. Et quand j'ai eu l'opportunité, justement, avec Magla, justement, que Guillaume Natas, justement, qui était auteur avec elle, m'a contacté. Il m'a dit, tiens, peut-être ça pourrait être intéressant. On cherche une prod, un réal. Toi, peut-être que tu pourrais mêler tout ça, et sachant qu'on a un projet assez ambitieux, l'idée c'est faire l'arrivée de Magla un peu sur YouTube. C'est ça, c'est qu'il faut savoir du coup pour le contexte, et ceux qui connaîtraient peut-être pas Magla, Magla de base est une streameuse du coup sur Twitch. Tout à fait, ouais. Voilà, elle fait plein de choses d'ailleurs. Je sais même pas par quoi elle a commencé, par le gaming sûrement. Oui, comme probable, je connais pas trop son passé là, sur Twitch, mais en tout cas. Aujourd'hui, elle est vraiment multiplateforme, elle a aussi un Insta qui est très bien, qu'elle bosse beaucoup. Ouais, non, elle est toujours évidemment très active sur Twitch, et elle a fait une arrivée retentissante sur YouTube avec ce fameux projet, cette vidéo que du coup tu as réalisé et qui a tapé genre aujourd'hui les 6-7 millions de vues, quelque chose comme ça. On affichera à l'écran pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais c'était un gros projet, et pour une première, du coup, entre guillemets, sur YouTube. C'était une première qui est cool et qui a découlé, du coup, par la suite sur une série, du coup, de ce format-là, franchement, on était très, très contents de ce premier volet qui était vraiment... qui a vraiment performé au-delà de nos espérances, honnêtement, parce qu'on espérait forcément que ça fonctionne bien. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais vraiment en mode, si on fait 500 000 vues, déjà, ce serait pas mal pour une arrivée, qu'on rentre dans l'algo ou quoi que ce soit. On s'est dit, si on fait 1 million, ça serait incroyable. Bon, Amine et Billy en ce moment, parce que du coup, c'était avec Amine et Billy, ce premier épisode. On était en mode, c'est vrai qu'ils étaient en plus sur une bonne passe où ils étaient vraiment visibles, donc on s'est dit, ça pourrait peut-être aller au million, mais de là à faire 6-7 millions de vues, non, c'est vrai que c'était une bonne récompense du coup de ça tout fait plaisir. Projet. Ouais, non, c'est sûr, c'est vrai qu'au moins tu sais pourquoi tu as travaillé avant, et c'était chouette quoi. Le titre est marrant, je me rappelle, c'était innovant, le jure c'est à toi, il te met une punch comme ça quand t'es sur ton YouTube, c'est cool, et la minia est très bien pensée et tout, donc c'est cool. Je sais pas toi si tu t'étais impliqué dans sur la minia, pas du tout. Okay. Non, pas la minia, c'était je sais plus qui c'est exactement qui a eu l'idée de la photo, mais je crois que c'était avec Sefi, et justement ils avaient eu cette idée là qui est une très très bonne idée franchement pour la miniature, et qui est vraiment impactante, et puis en plus qui faisait donner un certain renouveau là où on voit beaucoup de miniatures justement avec plein de choses et très riches. Là c'était assez sobre mine de rien, avec juste le visage et quelque chose d'assez... Il y a une DA qui est très claire, donc c'est cool. Ok, trop bien. Voilà, très 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 belle introduction en tout cas. Voilà, au moins vous avez le contexte, ça pose le cadre pour qui est Damien Maubert. Je suis très chaud qu'on parle du coup aussi plus tard, on va y revenir, mais de ton organisation, de comment en fait peut-être ta méthodologie aussi, de comment est-ce que tu travailles sur tous ces différents projets. J'imagine que c'est pas la même chose de travailler sur une vidéo de Magla que sur une pub pour Volvo ou Porsche, ce que tu as pu réaliser, que pour la télévision, je sais pas, peut-être ta manière de réaliser entre guillemets tes propres contenus. Je suis chaud qu'on en parle aussi, parce que du coup je me rends pas compte d'à quel point tu y consacres, on va dire, du temps et de l'énergie versus ta boîte, parce que du coup tu as une boîte maintenant qui s'appelle Moda Production. Explique-moi un peu cette boîte d'ailleurs, quand est-ce que tu l'as lancée, comment est-ce que tu as démarré? J'imagine que tu n'es plus tout seul aujourd'hui. Oui, mais comment ça fonctionne? Comment c'est venu? En fait, j'ai commencé à faire, comme je te disais tout à l'heure, pas mal de réalisations. D'abord bénévole, puis il y a eu ce clip Spider Z avec Big Flo Oli, parce que Spider Z, c'est un peu le premier gros artiste que j'ai clippé. Ouais. On avait fait Sous la douche ensemble, qui était un clip qu'on avait tourné pareil, on mettra à l'écran, quasiment full chez moi. Du coup, si vous voyez sur l'écran, c'est mon appartement. Du coup, j'étais en coloc avec des amis, et du coup, à l'époque, full bénévole, pas beaucoup de budget. Je crois, pour donner un esprit, je crois qu'on avait 2000 € de budget pour ce premier clip. 2000 € de budget. Attends, et du coup, t'as ramené Big Flo Oli et Spider Z. Alors, sur ce premier, alors pas pour Big Flo Oli et Spider Z, c'était seulement Spider Z, mon premier clip. Donc tout premier clip que je fais avec lui. En quelle année on est là, juste pour situer? C'était en quelle année? Je sais plus. Je dirais peut-être des bêtises. 2021. Je suis un peu mauvais en année. Okay. Je dirais peut-être 2021. T'avais 22 ans du coup. Oui, je pense que ça doit être ça. Non, ça devait être 2020 du coup. Ça devait être 2020, parce que de 22 ans, je crois que c'était justement celui avec Big Flo Oli, c'était 1 an plus tard. Mais du coup, on fait ce premier clip-là, donc ça devait être en fin 2020, je pense, si je dis pas de bêtises, j'espère. Et donc, on fait ce projet-là, et sauf que là, l'idée, c'est, moi, l'idée, c'est de faire des images, parce que c'est toujours le problème, c'est dans tout métier, souvent, on veut des refs, et que ce soit dans la réalisation, la production, ou même dans d'autres métiers, généralement, t'as fait quoi avant? Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je puisse faire mes refs, mais je n'ai pas fait des clips. J'étais déjà, en fait, suite à mon école, j'étais déjà dans l'esprit de une production, ça implique d'avoir des gens spécialisés à chaque poste. Et donc, du coup, même avec 2000 €, on était quand même une équipe de 15 personnes, tu vois, tous bénévoles. Okay. Et même les courts-métrages que j'avais réalisés avant,
quand j'étais étudiant, c'était déjà des courts-métrages en fait où il y avait le chef-op, son assistant caméra, le chef élec, le chef machino, le régisseur, le stylisme, etc., etc. Et donc du coup, je me suis construit un peu un cocon de gens avec qui j'aimais travailler, qui étaient prêts justement à investir en bénévolat justement en mode ok, on n'est pas payé mais on y va et on se met en vraie configuration de tournage. Et comme ça, du coup déjà c'est plus fluide, nous ça nous forme parce qu'on apprenait sur le terrain, on venait de sortir d'école, donc voilà, on avait encore plein de choses à apprendre. C'est une équipe de nouveaux oui, c'est ça, vraiment tout le monde de mon âge, la moyenne, la grande partie, majorité en tout cas de l'équipe, c'était des gens qui venaient de mon école, tu vois. Donc du coup, des amis qui viennent de mon école et qui, voilà, on travaille certains encore ensemble aujourd'hui. Donc du coup, 80% même, je dirais, du projet, c'était des gens qui sortaient de mon école, certains voulaient être chef-op, d'autres voulaient être chef élec, il voulait être assistant caméra. Donc chacun prenait le poste qu'il voulait, sur lequel il voulait performer et évoluer par la suite. Et puis, du coup, j'ai créé une petite équipe et j'aimais bien avoir ce côté un peu fédérateur de venez, on fait un truc et on mène un projet, etc. J'ai toujours adoré faire ça. Et donc, ce premier clip-là, on a fait vraiment avec les moyens du bord. Ah, toi, t'as une bagnole, ok, on la récupère. Comme ça, on pourra aller dans tel endroit. Ok, il faudrait qu'on récupère une baignoire parce que c'est sous la douche. On va la mettre sur notre terrasse, parce qu'on avait une terrasse justement avec mes colocs. Et du coup, on avait fait toute une partie de la séquence du clip dehors. Pour le clip sous la douche, du coup. Donc, clip sous la douche, c'est ça. Et donc, du coup, on a fait ce clip-là. Et donc là, c'était hyper stimulant. Mais là, du coup, beaucoup d'énergie, beaucoup de monde. Mais je suis resté dans cette optique-là où j'avais dit à tous mes amis en mode, vous inquiétez pas, par la suite, on va en faire d'autres, mais mon objectif, c'est que chaque projet, on augmente le budget. Et donc après, j'ai eu un autre clip qui s'est fait avec 2TH. Et du coup, un peu plus de budget, on a fait 7e ciel. Et là, du coup, c'était mon premier clip. Je crois qu'aujourd'hui, je sais pas, il a 5-6 millions de vues. Donc du coup, pareil, donc lui, il a explosé. On a fait un clip de 7 minutes. Donc c'est huge. Donc il y a des petites parties de plan séquence, tout tourné, encore une fois, une grosse partie tournée dans le même appart. Okay. Juste, on a mis du papier peint, on a fait des fausses tapisseries partout et du coup, voilà, on a l'impression que c'est pas le même endroit, mais c'est totalement tourné dans cet appart-là, plus d'autres lieux parce qu'il y a 7 minutes, donc il se passe plein de choses. Mais beaucoup de débrouilles, toujours bénévoles, etc. Et combien de budget pour ça? Et là, alors celui-ci, je me souviens plus trop, mais je crois que c'était genre 3-4 000. Pour un clip de 7 minutes, ce qui était vraiment rien. Oui, mais il y avait une évolution par rapport au précédent. Et donc, bref, on a évolué comme ça pendant 1 an, jusqu'à arriver justement à des budgets qui commençaient à arriver autour de 10, 13 000 euros, etc. Donc, le moment où on commençait à rentrer dans le parti plus complexe il faut une société de production, il faut déclarer les gens, payer les gens. Et finalement, on se rend compte qu'avec 5 000 euros en bénévole, ça revient à avoir quasiment autant que 13 000 tout le monde payé, parce que du coup, les charges, de payer les gens, l'intermittence, etc. et tout, ça revient très cher. Et de là, en fait, il y a eu un petit déclic en fait quelques mois plus tard. C'est parce que en fait, c'était pendant le Covid justement. Pendant le Covid, il y a Spider Z qui m'appelle et qui me dit Damien, je t'en avais parlé, mais je fais mon clip avec Big Flo Oli. Est-ce que ça t'intéresse de pouvoir pitcher, faire une proposition de scénario? Parce que ça se passe comme ça aussi quand tu réalises et que tu commences à travailler soit avec des artistes qui commencent à être beaucoup plus gros, soit avec directement les maisons de disques, les labels. C'est qu'il y a un appel d'offres. Du coup, c'est comme un appel d'offres, mais en gros, tu viens pitcher pour une une société de production avec qui tu travailles, parce qu'à l'époque, j'avais pas ma société de production, donc je travaillais avec différentes sociétés de production qui me disaient en mode tiens, il y a tel artiste, fais-nous des propositions de scénario, des pitchs. Okay. On envoyait, du coup, tu pitches le projet, synopsis, moodboard avec des références visuelles, des références de clips qui existent déjà, etc. et tout. On envoie le dossier et en gros, de leur côté, le label, ils ont 15 réals qui ont fait des propositions. Ils en sélectionnent éventuellement 3. Il faut approfondir. On a déjà les budgets dès le début aussi. Ah, ok. C'est que ça fonctionne. Ouais, c'est souvent, généralement, c'est en mode, ok, on a une idée. Là, il y a un clip pour de tel artiste. Là, l'idée, c'est que le budget, on a 15-20K. Ok, donc du coup de là, faut écrire en ayant en tête, parce qu'évidemment, en fait, si t'écris sans avoir le budget, ça marche pas. Ouais. Si on te dit qu'à la fin en mode mais attends, mais moi j'ai mis des plans là, il va falloir des grues, il va falloir un hélicoptère, machin, et en fait on te dit il y a 5 000, ok, bon, c'est bien à avoir en tête. Et donc du coup, généralement on te dit voilà, il y a 20 000, il y a 30 000, il y a 50 000, et de là tu sais en gros, ok, à quel point je peux m'enflammer sur mon artistique, à quel point je peux me chauffer à me dire ok, là je vais mettre des grues, va falloir 100 figurants, on va mettre, est-ce que du coup forcément ça implique de la logistique, de l'humain pour gérer tout ça. Donc là, voilà, c'était un peu cette problématique-là.
Et donc, Spider-Z me contacte à ce moment-là pour ce clip-là avec Big Flo et Oli. Et je lui dis, OK, let's go. Donc, je pitch une idée de projet, de me dire en mode... au début, je me souviens que je m'étais posé pas mal de questions. J'étais en mode, est-ce que j'essaye de révolutionner un peu l'industrie? Il y a un peu toujours ce truc-là, de vouloir essayer de... Est-ce que je fais un truc marquant et impactant? Faire le big one. Je me suis dit, est-ce que je fais un clip où j'envoie justement Big Flo et Oli? En fait, je ferai une proposition, mais complètement décalée, où on va voir Big Flo et Oli dans un clip où on les a jamais vus sous cet axe-là. Et en fait, je me souviens, je me pose cette question-là et je me dis, je sais pas si c'est une bonne idée. J'envoie un message à Spider-Z en lui disant en mode, j'ai peut-être une idée, etc. Et lui, il me dit, bah écoute, il y a d'autres réals qu'on fait une proposition. Donc là, c'est cool, c'est que je m'entendais très bien avec lui du fait d'avoir déjà travaillé avec lui auparavant. Et il me dit, en vrai, vaut mieux pas trop s'écarter parce que nous, on a eu des propositions où ça partait sur des trucs un peu lunaire et tout. Lunaire, post-apocalyptique ou des trucs comme ça, etc., qui étaient vraiment très chouettes aussi, des belles propositions, mais juste, ça intéressait pas spécialement Big Flo et Oli qui avaient leur image à tenir, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, bon, je vais aller un peu dans l'univers Spider-Z un peu drôle, mais en gardant justement l'univers de Big Flo et Oli, etc., une DA qui leur correspond un peu mieux. Et je me suis dit, bon, écoute, c'est pas bien, ça fait un peu très protocolaire, très école. Je me suis dit, bon, OK, si on est dans une école et en fait, il y a que des camps, qu'il se passe plein de choses, etc., et créer une petite histoire, en fait, avec où on dit bêtement aux gens en mode, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, c'est pas bien. Et voilà, du coup, j'ai proposé cette idée-là. Du coup, le titre, c'est quoi? Parce que là, tout le monde attend le... C'est pas bien, du coup, c'est pas bien, Spider-Z, Big Flo et Oli. Voilà. Et donc, du coup, ce clip-là, on l'a fait ensemble. Et d'ailleurs, même si pour ceux qui veulent, il y a un making-of sur ma chaîne YouTube de tout ce tournage-là. Trop bien. On mettra le lien en description du coup du clip et du making-of. Parce que c'est vrai que moi qui avais beaucoup d'appétence, comme je te disais, pour YouTube, qui aimait énormément ça, à chaque fois, j'ai toujours fait des vlogs, et des making-of en fait, de tous les projets que je réalisais. Parce que j'aimais trop le côté aventure, comme je te disais, en mode. Sur tous tes projets, t'as fait? Sur tous les projets, les premiers Spider-Z, j'ai plusieurs, je sais pas, je dois avoir 5 ou 6 gros making-of qui sont sur ma chaîne. Je l'ai pas fait sur les plus petits projets, mais sur tous les gros projets. Le dernier que j'ai dû sortir, c'était avec Saint Graal, qui est aussi pas mal sur TikTok, lui. On avait fait un clip ensemble et pareil, il y a tout le making-of du processus de création. C'est super béni là pour tous les réals en devenir qui nous regardent. Ouais, non, vraiment, c'est chouette. Allez voir, c'est très cool. Et il y a de tout, quoi. Il y a vraiment les premiers making-of. Si je dis pas de bêtises, il y avait un making-of qu'on a sorti aussi pour 7e Ciel, qui est celui qu'on a fait avec 3000 balles, qui dure 7 minutes. Et il y a vraiment tout, quoi. Genre vraiment comment on est en débrouillardise, etc. Jusqu'à Big Flo et Oli où c'est beaucoup plus chiadé, on voit que c'est produit, etc. Ou Offenbach aussi, pareil. Il y a un making-of qui est vraiment budget, drôle. Je pense, Offenbach, non, pas du tout les mêmes budgets. C'est quoi la plus grosse prod en termes de budget sur laquelle tu as travaillé? Je pense que c'était Offenbach. Et combien il y avait de budget en tout, je ne saurais pas te dire combien il y avait de budget là-dessus. Le plus gros clip, le plus gros clip que j'ai fait, je pense, c'est 40-50 000, je pense. Ok. Je sais plus. Donc c'est un clip déjà, ton plus gros projet. Oui. Même quand tu fais des pubs, etc. c'est... Oui, parce que en pub, c'est souvent... en fait, c'est comme tout. En fait, c'est que ça dépend comment tu le vois. Si tu le vois à l'année, il y a des pubs, ça peut être 150 000 balles, etc. Mais en fait, c'est souvent découpé en plusieurs, parce que je fais beaucoup plus du digital. Et sur les réseaux sociaux, en fait, c'est souvent découpé en mode, on va faire des sessions de... par exemple, j'avais fait des pubs de prévention, des spots de prévention. On va dire, ah oui, là, il nous faudrait 3 spots pour les réseaux sociaux, mais ça reste des vidéos verticales, etc. Et donc, du coup, t'as 30 000 €, tu vois. Ouais, et en fait, t'en as 4 fois dans l'année. Donc ouais. ça te fait un gros enveloppe, mais sachant que moi, du coup, j'étais que réal sur ça avec les prods, donc c'est les prods qui faisaient le chiffre d'affaires et moi, je faisais que ma partie réalisateur là-dessus. Ok, ça, on va en parler après aussi de combien gagne un réal, de comment ça marche aussi, parce qu'il y a plusieurs modes de rémunération, j'imagine que ça dépend aussi. Oui, c'est ça dépend de plein de choses. C'est un monde qui est compliqué pour les non-initiés, et même moi, je suis curieux d'en apprendre plus, parce que comme je te disais, voilà, c'est un monde que je connais moins. Il y a la production exécutive, les réals, etc. Ouais, et peut-être, d'ailleurs, qu'on aurait peut-être dû commencer par ça, mais est-ce que tu pourras aussi, je t'ai coupé en plein milieu de ce que tu disais, mais peut-être redéfinir aussi le métier, enfin tu vois, la définition du rôle de réalisateur, parce que comme je disais, voilà, il y a producteur, etc. Enfin, il y a pour les gens, ça peut être flou. Oui. Donc c'est quoi le rôle exact du réalisateur versus un producteur, par exemple, qui est souvent, je pense... Le rôle exact de réalisateur en soi, c'est normalement réalisateur, c'est on vient avec un scénario, par exemple, on donne un scénario, un script, synopsis en clip ou un scénario en cinéma, et le réalisateur, lui, il a pour rôle du coup de mettre en image, donc de faire un découpage, donc de dire en mode, ok, la mise en scène. Exactement, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène, donc découper et mettre en image justement le scénario et faire que du coup visuellement
du coup, ça retranscrive les émotions, ça retranscrive justement du coup les mouvements, bien interpréter en tout cas. Et donc, c'est vraiment un rôle de mise en scène, donc bien gérer du coup les comédiens pour interpréter de la bonne manière du coup les phrases, les émotions, etc. Et en même temps, savoir le découper de la meilleure façon possible. Et quand je parle de découpage, c'est est-ce que à tel moment, quand il dit telle réplique, je fais un gros plan, ou est-ce que je vais faire un zoom in, ou est-ce que je vais faire un travelling avant, est-ce qu'on va utiliser une grue justement pour faire un mouvement et expliquer dans tous les détails, etc. de chaque frame en fait d'un film que vous voyez. Exactement. Et comme dans un clip, justement, on sait qu'à la fin, par exemple, voilà, je dis des bêtises, genre, je sais pas, ça va être un thriller ou alors, je sais pas, un assassinat ou quoi que ce soit, mettre avant le couteau, donner des indices un peu aux spectateurs au début, faire que dans les éléments de décor tout soit cohérent, que ça les costumes. Ça touche un peu au scénario aussi quand même, et en fait, donc, c'est ça, comment tu racontes l'histoire au-delà de la pure mise en scène visuelle. Ouais, c'est ça. C'est une grosse mise en scène. On rentre aussi dans le détail du coup du processus du découpage de plus technique, on va dire, de comment le mettre en image. Et aussi, souvent, surtout en France, beaucoup de réalisateurs sont aussi scénaristes et auteurs, notamment typiquement en clip. On pense souvent que dans les clips musicaux, c'est souvent les artistes qui ont les idées du clip. C'est très très peu le cas en soi. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, généralement, les réalisateurs, on vient les voir en mode « Est-ce que vous n'auriez pas une idée de synopsis ?» On donne une idée. Si l'idée est bonne, on la développe. Et en fait, le scénario est totalement du réalisateur. Donc, le réalisateur est à la fois scénariste, scénariste-auteur et en même temps réalisateur. Pour expliquer aussi, en fait, quand on dit réalisateur, tu vois, pour le grand public, souvent ça évoque Spielberg, tu vois, et des noms bien comme sûr, ça. Ouais. Mais en fait, il y a des réalisateurs qui sont très multicasquettes et qui sont les boss, on va dire, des scénarios qu'ils vont travailler ou juste des projets sur lesquels ils travaillent, qui sont du coup producteurs, réalisateurs, auteurs, enfin tout ce que tu veux. Et parfois, t'es réalisateur, mais t'es pas le boss, entre guillemets. C'est-à-dire que tu dois composer avec des artistes, par exemple, ou un label, ou en tout cas une entité au-dessus de toi qui va potentiellement contester, tu vois, ton travail. Donc est-ce que ça c'est un truc que tu ressens beaucoup, en tout cas qui t'impacte beaucoup dans ta manière de travailler en fonction de justement à quel point tu as la main ou pas? Oui, tu vois, là tu poses vraiment une bonne question parce que c'est ce qui a contribué au cheminement que j'ai actuellement, parce qu'actuellement je dirais pas que je suis en redirection ou en tout cas en réorientation, je dirais pas du tout ça parce que je continue de faire de la réalisation et j'adore ce métier-là, mais j'ai eu un peu justement le fait d'être bridé, justement, parce qu'il y a quand même une bride, c'est que tu le définis comme ça carrément, ouais, c'est bridé. Ouais, moi je le dis, je le dis vraiment, j'ai aucun souci à dire qu'on peut être bridé en tant que réalisateur parce que en fait et quand je dis réalisateur, je comprends encore une fois auteur, parce que c'est vrai que moi en tout cas à titre personnel, quasiment jamais fait que réel. Genre vraiment toujours un autre généralement je faisais souvent scénariste en plus quoi. En fait souvent on venait me voir en mode t'as pas une idée, et de l'idée on la mettait en image par la suite et je prenais la casquette de réalisateur pour le tournage, pour le mettre en scène. Mais voilà, c'est aussi pour expliquer aux gens, c'est pas forcément bien sûr, ouais. Quand on dit réalisateur, de base le métier c'est un scénario qui est déjà fait, c'est comment est-ce que tu le mets en image du mieux possible en fait. Réalisateur, metteur en scène, c'est généralement comme au cinéma, ça arrive régulièrement que on a des scénaristes qui développent un scénario, etc. et tout, et ils vont l'appeler tel réal. Et là, souvent dans le milieu, ce qu'on dit, c'est réalisateur de commande du coup. Quand tu fais que réalisateur, ils bossent quand même ensemble. Il y a quand même un ping-pong entre le scénariste. Tu es le réalisateur du film, mais on dit voilà, je suis en plus un réalisateur de commande. C'est en mode on m'a commandé de réaliser ce film-là. Et donc j'ai le scénario et je vais tout faire. Alors évidemment le réalisateur met toujours les mains un peu dans le scénario parce que il faut toujours un peu reconstruire, parce que le tournage c'est un peu une deuxième écriture. Puis après il y a le montage c'est très bien, qui est une troisième écriture. Donc t'es obligé de faire avec ça, et donc du coup forcément le réal intervient toujours sur la façon dont a été écrit le scénario et comment il va être interprété. Cependant aujourd'hui il y a beaucoup de réalisateurs qui sont aussi auteurs et scénaristes à côté, qui sont aux prémices des projets, en fait, tout simplement, parce que en fait, chaque projet naît d'une idée, et les idées, faut les avoir, et quelquefois, il y a des artistes, en fait, typiquement en musique, ils bossent déjà tellement leur musique, ils sont tellement sur des projets, des tournées, etc., que eux, aujourd'hui, tel clip, sachant que souvent, c'est genre le label qui se dit « Oh tiens, ça pourrait être intéressant ». Après, c'est super intéressant, mais l'industrie aujourd'hui du clip est en train de vraiment évoluer profondément, genre avec les réseaux sociaux. Ah oui, vraiment un gros chamboulement. Moi, ce qui a fait que moi aujourd'hui, c'est pour ça que je fais quasiment plus vraiment de clips. Enfin, ça m'intéresse beaucoup moins parce qu'il y a une économie qui s'est un peu effondrée. Genre, il y a beaucoup moins de budget sur les clips parce qu'ils sont beaucoup moins visibles. Et donc, ça se consomme beaucoup plus vite, etc. Ils vivent moins longtemps. Du coup, ça vit moins longtemps. Il y a beaucoup moins d'intérêt. Et donc, du coup, tu vois, c'est ce que je disais, tu vois, genre, il y a les labels, ils sont un peu en mode, tiens, il faudrait faire tel clip, ça pourrait être bien niveau promo. Sauf que ça, c'était un peu une réflexion presque qui est plus actuelle
ce que je suis en train de te dire, parce que en fait, ça date, pourtant, c'est avec 3 ans, 4 ans, hein, mais souvent, c'était un peu comme ça, c'était en mode label, en mode tiens, ça pourrait être intéressant de faire tel clip. Ok, on va voir, on lance ça aux boîtes de prod, appel à projet, les réalisateurs font des propositions de scénario, tac. Ah, on a une bonne idée, trop bien, on pourrait faire ça comme ça. Et avec la Céno, c'est trop cool parce que nous, avec notre tournée, on fait ça, donc ça pourrait correspondre, etc. Donc de là, le clip naît et éventuellement, on essaie de le pousser. Télévision, après, évidemment, il y a sa vie sur YouTube et sur les plateformes. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais que c'est en train de s'effondrer un peu dans le sens où... Il faut juste cartonner sur TikTok et Insta. Aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est que là, je suis en discussion avec pas mal de labels et même de chefs de projet qui accompagnent beaucoup d'artistes. Et j'ai des amis aussi artistes pour qui ça se passe très bien. Et genre, vraiment, leur communication est complètement évolué, genre là où avant la télé était un but en soi, l'idée c'était tu vois, avant genre chaque artiste en mode dès que j'aurais mon clip sur W9 tu vois, ou sur M6 ou sur C-Star, C17, t'es en mode ok, let's go, tu vois, genre ça sera vraiment mon goal ultime. Là aujourd'hui, tu vois, genre on regarde plus vraiment les clips à la télévision. Tu sens qu'il y a un pivot, pour revenir sur la redirection dont tu me parlais aussi, tu sens qu'il y a un pivot un peu de... là à ce moment, moi je le sens clairement, il y a je pense il y a 1 an et demi, 2 ans, je sens qu'il y a un pivot à ce moment-là et je me dis oula, le clip, je suis pas sûr que je vais avoir forcément une carrière là-dedans. Ajouté au fait que je suis aussi également moi de mon côté en mode je suis un peu moins stimulé, en mode j'ai commencé à tester plein de choses, je suis arrivé sur des projets et des prods qui étaient quand même déjà lourdes et intéressantes. Je me suis dit est-ce que j'avais envie d'explorer d'autres types de réalisations, typiquement YouTube, me lancer moi-même sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit est-ce que je vais continuer là-dedans, est-ce que je veux voilà, continuer de performer justement dans le clip, sachant que je suis pas certain que le clip ait une longue vie. Sur du moyen court terme, je sentais que ça allait moins se consommer. Et de là, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre mon pied plus dans l'influence, les réseaux sociaux, me créer, créateur de contenu, commencer à être plus auteur avec des marques, justement, plus concepteur, rédacteur, que du coup de faire 100% de la production. Ouais, ça, parce qu'en fait, réalisateur de commandes, de clips et pitché, en fait, tout simplement, moi, je l'ai vu par les appels d'offres. À la base, je recevais pas mal d'appels d'offres, on va dire, entre 20 et 30 000 euros par clip. Ce qui était un peu une moyenne. De budget total. Hein, je parle de budget pour un clip, quoi. Là, on vient te voir en mode, Universal vient te voir pour tel artiste. On a 30 000 de budget. Notre pitch, c'est champ libre. Et le clip est pour hier. Donc, du coup, il faut le sortir très vite. On aimerait bien tourner la semaine prochaine. Tu vois, c'est un peu tous les trucs que tu reçois. T'es en mode, OK. Et de là, tu travailles avec ta boîte de prod et tout. Et là, pour te dire, ces dernières années, maintenant, les clips, c'est souvent, ce qui revient souvent, c'est 10, 15 000 euros. Ce qu'il faut savoir, que c'est vraiment pas beaucoup pour un clip, 10-15 000 euros, on peut faire quand même beaucoup de choses. Mais en fait, à partir du moment où tu payes une équipe technique, en fait, il te reste pas beaucoup de marge pour aller chercher de l'artistique, pour aller louer des lieux complètement fous, etc. Et c'est pour ça que si tu regardes beaucoup des derniers clips qui sortent, mis à part ceux qui investissent, tu vois, genre là, il y a Taïk qui a produit un gros clip, etc. et tout. Voilà, ils vont mettre des 100 000 euros sur des clips parce qu'eux, ils ont vraiment une grosse vision artistique, ils ont envie de marquer le coup. Mais mis à part ces artistes-là qui ont encore envie de faire des opérations coup de poing, j'ai envie de dire, les clips à côté, des fast-food, des Gims ou quoi que ce soit et tout. Maintenant, même Spider Gims, c'est un clip qui coûte moins de 10 000 euros, tu vois. Alors qu'on parle de Gims, tu vois, et genre t'es en mode OK. Et la preuve que tu peux faire un hit comme Spider. Exactement. Et si tu regardes le clip, en fait, c'est pas toute une équipe de tournage. Genre en fait, il y a quelques personnes. On va plus faire appel non pas, on appelle aussi un réalisateur, mais c'est plus côté vidéaste, quelqu'un qui est équipé avec tout son matériel, qui du coup ça revient moins cher parce que du coup t'as moins de personnes. Le cadreur est aussi le réal et quelquefois aussi le monteur. Et en fait, le clip il va être en mode, on loue une belle bagnole, on se balade dans Paris. Le clip est quand même chambé, ça marche bien, mais ça va être plus de l'effet et des playbacks un peu dans différents endroits de Paris que versus créer une histoire, aller louer différents lieux, aller chercher des trucs plus cinématographiques. C'est ça qui est beau aussi dans ce métier, c'est que tu peux faire des trucs incroyables. Exactement. Et de là, c'est ce qui a fait que moi, je me suis dit, OK, là, il y a beaucoup moins de budget. Donc moi... Dans la musique. Dans la musique, évidemment. Dans la musique, c'est toujours. Et là, il y a un transfert de budget. Il y a un transfert et puis j'ai commencé à mettre un pas dans la publicité digitale, justement, à commencer à travailler justement avec différentes marques sur de la publicité. Tu peux les citer ou pas ? Je préfère pas trop en citer, mais il y en a quelques-unes. Mais là, toi, dernièrement, je peux citer parce que c'est des collaborations que j'ai fait plus en mode production, publicité et création UGC. Par exemple, je travaille avec American Express, LG, tu vois, c'est l'été dernier. Trop bien. Et tu vois, c'est des projets qui sont totalement différents. Moi, je travaille avec des... du coup, soit ça va être Publicis, Havas, Hungry and Foolish, tu vois, qui vont avoir des appels d'offres pour des marques et qui veulent travailler... avec des créateurs de contenu. Donc là, il y a beaucoup d'agences, tu vois, qui sont placées là-dessus sur la création de contenu. Ah, t'es au corner, en fait. Et en fait, moi, souvent, là, ces derniers temps, on vient beaucoup me voir parce que j'ai la compétence de réalisateur. Donc, du coup, pouvoir mettre en image, en fait, des vidéos de promotion,
mais en ayant les codes des réseaux sociaux parce que je suis entouré de créateurs de contenu, je suis moi-même créateur de contenu. Et donc, du coup, je fais des mix un peu de OK, là, l'idée, c'est d'accompagner des marques. Tu vois, j'accompagne aussi également Pizza Hut en ce moment, typiquement. Tu vois, ça va être, on les accompagner sur plusieurs mois en mode, on va faire de la production vidéo. Et sur les productions vidéo, comme je suis créateur de contenu, une vidéo sur 4, je vais être en créateur UGC dedans, tu vois. Marrant, donc, je vais incarner aussi. Et donc, du coup, il y a un peu ces trucs-là qui s'est mis en place, qui s'est fait un peu naturellement. Je suis pas allé le chercher parce que forcément, du côté, on va dire, annonceur, il y a cet intérêt d'éviter de passer par une société de production et un créateur de contenu qui est souvent dans une agence. Donc, du coup, travailler avec lui. Ou alors passer par une agence d'influence. Et du coup, tu as un ruissellement où tu passes par 7, 8 intermédiaires. Tu es obligé de faire beaucoup de relationnel. C'est beaucoup de temps, surtout, c'est ça. Et en fait, là où maintenant, moi, je travaille avec des clients, ils sont en mode, mais c'est trop bien, je passe avec toi. Damien, il gère et la production et le montage. Et en même temps, il peut incarner. Et s'il a besoin, du coup, il a toutes les compétences typiquement, on a besoin de tourner en studio, j'ai tout le relationnel pour aller louer un studio, faire des castings, etc. et tout. Enfin, genre, vraiment mettre en place une production de tournage. Le package d'une boîte de prod, en fait. Exactement, une package de boîte de prod. Nouvelle génération. Mais pour les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis plus tourné vers là ces derniers temps parce que, le budget est plus conséquent et au-delà du budget, du coup, il y a beaucoup plus d'intérêt aussi financier derrière puisque, comme tu disais tout à l'heure, j'ai monté ma société il y a maintenant quasiment 3 ans et qui est venu du coup de la foulée de tout ça là. Quand je t'ai dit qu'il y a eu un peu cette transition là, moi j'ai été bloqué avec les clips parce que les budgets descendaient. Moi on m'a fait une proposition, et c'était d'ailleurs pour un clip que je devais refaire avec Gizzy. Et c'est là où j'ai vraiment le déclic. C'est pour ça que je te dis que Gizzy est un peu au milieu de plein de choses qui ont fait que je suis allé vers les réseaux sociaux. C'est qu'en gros je faisais pas mal de clips, j'avais travaillé avec une société de production et ils m'ont proposé de faire un autre clip avec lui. Et quand moi j'ai accepté, j'étais en mode mais trop bien, retravailler ensemble, let's go. Sauf que comme les budgets n'étaient pas assez élevés, les boîtes de prod avec qui je travaillais, c'était en mode non, nous on va pas suivre. Parce qu'en fait, on n'a pas l'intérêt là-dedans, on va pas gagner d'argent. Ce que je comprends totalement, et d'autant plus maintenant que j'ai ma société de production, je comprends un peu les tenants aboutissants de tout ça, et de comprendre qu'en fait, c'est vrai qu'ils allaient rien gagner, voire même perdre. Et au bout d'un moment, être payé en visibilité, ça marche quand t'es jeune, mais au bout d'un moment, tu vois, chacun doit gagner. Faut manger, quoi, tout simplement. Et donc, et de là, en fait, j'étais en mode dégoûté à l'époque de, je peux pas faire ce projet-là. Et en même temps, les projets, les budgets descendaient, j'étais en grosse diminution sur toutes en tout cas les propositions que j'avais. Et de là, je me suis dit, OK, c'est le moment de monter peut-être ma boîte de production. Et donc, j'ai monté ma société de production à ce moment-là, vraiment dans les 2 mois qui ont suivi. Je me suis dit, OK, je me renseigne, je sais pas comment on fait, mais je vais faire comme ça. Si demain, on vient me voir avec un même projet, que même s'il y a que 7 000 € de budget, une boîte de prod n'acceptera jamais un truc à 7 000 € parce que payer les gens, c'est impossible. Enfin, c'est trop compliqué, ou alors c'est des plus petites boîtes de prod. Et moi, au moins, je pourrais encaisser en tout cas ces tournages-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai monté ma boîte de prod et que ça a découlé vers tout ce qu'on a dit justement, production et YouTube, réseaux sociaux. Trop stylé. Et donc du coup, est-ce que tu te définis aujourd'hui, on va dire, la partie différenciante, on va dire, au-delà de ta patte et ton talent, etc. Est-ce que sur la partie boîte de prod, tu te définis du coup comme une boîte de prod low cost, mais pas dans le sens dénigrant du terme, tu vois, dans le sens efficace, et voilà, qui permet de proposer un package, on va dire, all inclusive, et simple aussi pour des gens qui sont pas forcément de ce milieu-là. Même quand t'es créateur de contenu, t'as pas envie de te prendre la tête avec 18 entités, tu vois, c'est plus simple d'échanger avec quelqu'un comme toi, tu vois, qui va tout gérer, tu vois, potentiellement du scénario jusqu'à la réal, le montage, etc. Est-ce que c'est ça un peu la plus-value que tu sens que tu apportes à tes clients aujourd'hui ou... Moi, la plus-value que j'apporte vraiment à mes clients aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie implication dans le projet. Okay. C'est surtout ça, en fait, la plus-value que j'ai. Tu vois, justement, à contrario, tu vois, du côté low cost, dans le sens où je pourrais offrir un package à un plus grand nombre, moi, c'est tout l'inverse, en fait, ce que j'essaie de proposer. C'est plutôt en mode... là, aujourd'hui, je me place plutôt en mode... T'as un projet, mais ton projet de l'année, tu viens me voir éventuellement. Je suis pas là pour me placer, moi, à l'idée de faire du récurrent, genre en mode, voilà, demain, tu as un projet, c'est une vidéo sur YouTube toutes les semaines. Ça m'intéresse un peu moins parce que je suis plus aujourd'hui, ayant fait de la production et j'aime bien aussi les gros projets. Je sais que généralement, des projets quand tu veux faire du long terme, généralement, il y a toujours des problèmes de budget et de tenir le coup, etc. Et moi, en termes de production, s'il y a moins de budget, ça me stimule un peu moins à titre personnel du fait d'avoir fait des plus grosses productions avant. Mais quand je disais package, c'était dans le sens où tu inclus justement la partie scénario, réalisation, mais du production, coup, montage. Par contre, du coup, justement, c'est pour ça que je te disais, genre, j'ai vraiment... Enfin, moi, ce que j'apporte vraiment, c'est ce côté en mode intérêt du projet, etc. Dans le sens où, aujourd'hui, ceux qui viennent me voir, ils viennent me voir justement pour,
on a un projet, on aimerait bien faire un banger, un peu ce qu'on a pu faire un peu avec Magla, c'est en mode on vient avec tel projet, là on a du budget, on a pu avoir éventuellement des sponsors, des marques, etc. Et moi du coup je vais pouvoir chapeauter le tout. Tu vois, on avait fait un beau projet aussi typiquement avec l'agence Slick Agency, et Adrien était venu me voir justement, Adrien qui gère du coup, qui est l'un des fondateurs de l'agence. On connaît tellement de monde en commun. Et lui, du coup, il m'avait contacté parce qu'il vous avait un projet, il faisait beaucoup d'organisation d'événements et ils avaient fait un gros événement dans l'Atelier des Lumières. Et l'idée, c'était de faire un live en même temps avec plein de créateurs de contenu, etc. Il m'avait contacté en mode de là, on a un projet, c'est un peu une opération coup de poing, on voudrait faire un gros live, etc. Et là, du coup, moi, j'étais le référent total de la réalisation, production, mise en place de tout le studio de tournage qu'on a créé totalement en partant de rien, parce que pour ceux qui connaissent justement l'Atelier des Lumières, c'est vraiment un énorme cyclo blanc dans la petite salle. Et nous, on est venu créer des armatures, des structures, etc. pour en faire un live avec qui était du coup présenté par Bastos. On illustrera aussi si on pourra retrouver, je pense. Oui, on a toujours quelques images. Et donc, on avait fait ce projet-là qui était vraiment charmé. Vraiment, c'était trop bien de travailler justement avec eux et de monter ce projet-là. Et moi, justement, c'est ça que je kiffe, ce truc-là de... Comme je prenais moins de projets à côté, j'avais le temps de me consacrer à fond dans un gros projet. Et là, du coup, on a sorti énormément de projets, enfin de choses, de matériel, etc. Et tout, c'était vraiment un projet assez conséquent et vraiment qui était vraiment très stimulant. Pour eux, du coup, c'était un gros projet et ils avaient ce côté un peu moins stressant du fait que Damien, il va chapeauter le tout. Il connaît la production, il connaît la réalisation, il va lui-même réaliser et il a toutes les équipes qui peuvent faire venir. Parce que là, on était quand même une équipe depuis une trentaine de personnes, tu vois. Donc, c'est presque assez conséquent sur le tournage. Et eux, ça leur évite d'avoir un intermédiaire prestataire vidéo technique. C'est ça que je veux dire, ça permet d'éviter. Exactement. Ça permet d'éviter de parler à 100 000 personnes, ça réduit aussi les coûts, j'imagine. Et moi, du coup, ça permet de faire un banger quand même à la fin. Ouais, tout à fait. Et j'aime bien ce truc-là de faire gagner aux clients le côté de ne pas passer par 15 prestataires et de justement. La sérénité d'esprit. Ouais, c'est ça. Et d'être quand même consacré sur le projet et pas être. Parce que du coup, ça, le problème, c'est que certains, justement, proposent d'englober tout le projet, mais ils sont un peu en mode je prends tout et je délègue tout à gauche, à droite. Et comme ça, je fais pareil avec un autre projet. Et ils se retrouvent à avoir 10, 15 projets et sans être consacré à fond dans le projet en question. Là où moi, c'est vrai que les projets que j'accompagne, c'est vraiment des projets auxquels. Toi, t'es plus en mode je prends un projet, je le ponce, j'en fais un. Ouais, j'aime beaucoup et j'en fais forcément plusieurs en même temps. Franchement, sur plein de projets en même temps et t'avances sur plein de choses, mais à différentes étapes. Mais j'aime beaucoup me plonger, moi, dans ce côté artistique. Surtout, c'est le côté créa, en fait. Quand tu vas sur un projet, j'aime beaucoup aller au bout des choses et pas juste, OK, on va mettre un champ contre champ blanc large et tout, et puis voilà, c'est bon, ça passe. Ça, je sais très bien qu'il y a plein de boîtes de prod dans Paris qui feront ça et qui seront très heureuses de le faire. Mais moi, ça m'intéresse un peu moins s'il n'y a pas un aspect plus artistique derrière où on va essayer d'aller mettre quelque chose ou qui va un peu être en mode impactant pour la chaîne du créatif. Ou de nouveau, innovant. Exactement. Ou pour la marque. T'es un mec qui, tu travailles de ce que j'ai vu, ça se voit effectivement sur ton travail, mais dès qu'il y a un projet innovant où il faut un peu se creuser la tête, etc. Ouais, j'aime t'es bien. là J'aime bien me creuser la tête en fait. Versus la continuité où faire un truc sur 3 ans qui est un peu répétitif, c'est moins. C'est trop bien, il faut de toute façon. Ok. Donc très clair. On va y revenir aussi du coup sur l'aspect création de contenu et tout. C'est vrai que je t'ai défini en intro comme réalisateur parce que voilà. C'est mon cœur de métier. Voilà. je m'étais pas trompé, mais voilà, il y a quand même beaucoup de temps aussi que tu consacres effectivement à cette partie. Je voudrais juste te poser la question sur la partie un peu financière, budget, revenus, etc. Est-ce que, je sais pas si tu as le droit de le partager ou pas, mais par exemple, une vidéo comme celle de Magla, Jure c'est à toi, ça coûte combien ? Ou si tu as une fourchette. Ça coûte combien ? Je sais pas si. C'est quoi le budget, on va dire, pour faire une vidéo comme ça ? Je sais pas si je peux parler de leur budget à eux, parce que je sais que c'est concurrentiel avec les marques, etc. et tout. Je sais qu'en c'est des dizaines de milliers d'euros en tout cas. Ouais. C'est pas 300 000 balles, quoi, si c'est pour que les gens se rendent compte. Non, c'est vraiment. Et sachant que nous, on était à plus de 30 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un premier épisode, un projet. Enfin, du coup, c'était un peu une bêta test. Du coup, donc tout se met en pilote, tout se rôde là-dessus. Donc contrairement déjà, j'en ai témoigné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en pilote. Ils se disent un pilote, ça coûte moins cher parce que c'est on teste. Sauf que généralement, la vraie définition d'un pilote, c'est on teste dans les conditions réelles. Pour voir si ça fonctionne. Parce que ça, c'est souvent un problème que j'ai. Il y a souvent des clients qui viennent me voir, qui me disent en mode on a une idée de projet, mais on voudrait faire un pilote. Du coup, c'est pas cher. Et pour eux, ils disent pilote. Normalement, notre émission, on sera prêt à mettre 10 000 euros demain. Mais là, notre pilote, on va mettre que 5 000. Alors que c'est l'inverse. En fait, il faut tout construire de zéro. Exactement. Et une fois que tu as les décors et tout. Tu construis tout de zéro. Et donc, normalement, un pilote coûte le même prix, voire plus cher que la suite. Et sachant que si tu mets pas ce budget-là, en fait, le pilote n'a pas la fonction de pilote du fait que. Il va être moins bien. Il va être moins bien que ce que tu pourrais proposer par la suite. Donc, quelquefois, ça va tomber à l'eau parce que tu mets pas tout en place pour ça. Ouais. Là, nous, on a vraiment opéré comme ça là-dessus parce que du coup, Sefi, qui travaille avec Magla, est aussi réalisateur.
Donc il a vraiment ces notions-là et aucun souci. Et vraiment, franchement, c'était très fluide de travailler avec eux. C'était vraiment chouette. On a vraiment tout mis en place. Ils avaient déjà un peu une idée de base de comment articuler le projet. Et de là, bah, du coup, moi, on a un peu essayé de voir, en gros, de budgétiser tout ça. Évidemment, c'est toujours des trucs, bah, tu vois, créer un décor, ça peut vite, surtout un décor comme Magla, je sais plus, ça a coûté plus de 5 000 €, tu vois. Donc du coup, c'est des choses qui coûtent cher sur le premier pilote. Mais après, par la suite, toi, c'est un projet. C'est une vidéo qui peut coûter 20 000 € par la suite, tu vois. Parce qu'en fait, en diminuant, et sachant que je dis 20 000 €, c'est en mode coup de poing, mais si tu te débrouilles bien à en tourner plusieurs sur plusieurs jours, oui, en fait, ton coût de vidéo, deux vidéos le même jour. Et c'est le but, et ce qui s'est passé d'ailleurs pour les suivantes, c'est que bah, du coup, tu as plus de 5 000 € de décor qui coûtaient super cher, que tu n'as plus besoin. Tu te rends compte que tu as des équipements que tu avais sur ton truc pilote, que en fait, tu peux optimiser ça, faire ça autrement, donc ça coûte moins cher. Niveau technique, bah, en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était cool, mais en fait, niveau humain, on peut avoir un peu moins de monde, parce que là, on avait backé pour être sûr, mais en fait, on peut enlever ça. Et en fait, tu te retrouves avec un budget, en fait, finalement, qui est plus cohérent avec ce que tu as envie de faire, mais en même temps, nous ça a fait ses preuves, hein. Le fait de faire un vrai pilote dans les conditions les plus optimales, bah, ça fait que la vidéo était clean dès le début, et après, évidemment, tu peux l'améliorer, et tu viens réduire tes coûts par la suite. T'améliores en fait au fil du temps tout en réduisant les coûts, et c'est ça qui est bien. En fait, les incompressibles, c'est la présence des techniciens sur place, enfin des techniciens, on va dire, obligatoires, parce que on a vu voilà, que tu peux même en retirer certains, et après, la post-prod... ou par définition, voilà, il faut la faire quand même à chaque fois, tu peux pas trop... peut-être t'as moins d'itérations que sur un premier pilote ou quoi, mais ouais, tout ce qui est décor et tout ce que tu souvent, tout gros concept YouTube, c'est des dizaines de milliers d'euros. Voilà, ça dépend. En fait, ça dépend des projets. Il y a des projets comme Squeezie qui, eux, oui, peuvent valoir plus de 100 000 €, etc. Mais... Encore, ça dépend. Hein. Je pense pas que c'est toutes ces vidéos. Non, quand tu fais un projet Stade de France, voilà, 1000 personnes dedans. Bon, c'est vraiment pas. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup. Enfin, il y a vraiment moyen aujourd'hui de faire des productions, j'allais dire pas chères, quand même dizaines de milliers d'euros, mais genre qui sont quand même beaucoup plus abordables qu'une certaine époque, quoi. Aujourd'hui, le plus cher dans tout ça, c'est toujours l'humain. C'est toujours ce qui est le plus compliqué, parce que moi, je travaillais beaucoup d'intermittents, tu vois. Il y a un intermittent, tu vois, pour donner des fourchettes, pour que les gens s'imaginent un peu. Un technicien, on va dire, un électricien, typiquement, donc, qui s'occupe de la lumière sur les tournages, généralement, il en faut toujours plusieurs. Tu vois, genre, du coup, tu as ton chef élect, tu as ton chef op. Un électricien, d'un point de vue conventionnel, c'est genre 220 € la journée en intermittence. Avec les charges patronales, ça revient à quasiment, je vais vulgariser, mais à 400 € la journée. Ok, je savais pas comment. Je connais pas très bien le monde de l'intermittence du spectacle. Ça marche comment en fait? C'est les prix qui sont annoncés par un intermittent du spectacle, en fait, c'est des prix hors charge. C'est pas comme une facture. En fait, oui, on parle en brut, en fait. Et en gros, pour résumer, pour ceux qui connaissent pas, parce que je vais expliquer vite fait l'intermittence. En gros, l'intermittence, c'est parce que c'est vrai que c'est un régime spécial du coup qu'on a en France, et heureusement qu'on a ça en France. C'est vraiment chouette pour défendre en tout cas le milieu culturel et artistique. En fait, c'est un régime auquel on peut adhérer du fait qu'il faut faire un certain nombre d'heures à l'année. Il faut travailler un certain nombre d'heures à l'année. C'est 507 heures. Dès qu'on arrive à avoir travaillé ces 507 heures, du coup, via des organismes du coup, qui te payent en intermittence. C'est tout le temps pareil, quel que soit ton métier, c'est 507. 507 heures, c'est vraiment genre une base qui a été prédéfinie. Dès que tu fais 507 heures, que tu sois électricien, artiste-auteur, réalisateur, scénariste, maquilleur, qu'importe. 507 heures, ça représente genre 4 mois et demi, 5 mois de full-time en équivalent à 35 heures. Quoi. Oui, c'est ça, mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que les milieux artistiques, c'est un peu compliqué dans le sens où... T'as des gros pics où tu vas bosser 90 heures. Exactement, il y a des moments où tu travailles beaucoup, parce qu'il y a une grosse précarité justement dans l'intermittence, ça dépend des secteurs. Évidemment, il y a des secteurs comme la télévision, où généralement les intermittents qui travaillent en télévision, ils n'ont pas de problème d'heure, tu vois. Ils tournent, voilà. La télévision les appelle régulièrement, ils ont des piges tous les mois. Mais quand tu travailles notamment dans la fiction, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent côté cinéma, etc. On va t'appeler pour un court-métrage d'une école, d'une grande école de cinéma, etc. Mais du coup, les budgets sont plus faibles. Donc, on tourne sur une semaine, mais tu vas être déclaré que 3 jours. Mais tu auras travaillé une semaine. Et du coup, tu vas être déclaré que 3 jours. Donc, tu vois, 3 fois des cachets de 8 heures, tu vois, de tournage. Donc, et il y a beaucoup, ça c'est à répétition. Genre, typiquement, mais moi, c'est arrivé sur certains clips sur lesquels je travaillais au tout départ, où j'étais technicien, j'en ai fait quelques-uns en tant que technicien. Le clip, il se travaille sur 2 jours, mais on va te payer qu'une journée. Une journée gonflée, mais qu'une journée. Et c'est d'un commun accord, c'est un peu des trucs qui se font comme ça dans l'intermittence. Je croyais que c'était pour compenser. Enfin, du coup, tu vas parler après des bénéfices de ce statut-là, d'intermittent du spectacle. Ouais. Mais je pensais que c'était pour compenser les creux d'activité, en fait, un peu comme un freelance, tu vois. Quand tu travailles, en fait, du coup, c'est un peu acté, mais il y a aussi le truc il y a un moment où on t'appelle pas du tout et t'as rien. Ouais, c'est ça, il y a quand même des creux en plus. Oui, il y a totalement des creux, hein, vraiment. Genre, l'intermittence, il y a des creux, surtout quand tu es vraiment intermittent et que tu entreprends pas de projet à titre perso à côté, il y a des moments où tu es en mode, si on t'appelle pas pendant 3 semaines, t'as pas de projet, quoi. Ouais. Donc, il y a cette chose-là. Donc, du coup, il faut faire 507 heures, et dès que tu as ces 507 heures-là, ça te donne accès, du coup, au régime de l'intermittence. Le régime de l'intermittence, c'est qu'en gros, tous les mois, tu cotises en faisant toutes tes
tes heures et en gros, tu as une rémunération qui t'est donnée tous les mois. C'est genre un chômage un peu. Donc en gros, tu as un chômage, c'est ça. Chômage. Un équivalent au chômage qui t'est donné en gros pour tous les jours non travaillés. Et dès que tu travailles, bah, du coup, ces jours-là sont retirés. Et donc, du coup, ça t'assure d'avoir 1002, 1003, 1005, 1007 en fonction de combien tu gagnes. Parce qu'après, il y a un calcul un peu complexe et je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, qui est genre en mode, si plus tu gagnes, en gros, plus ton taux journalier est élevé et plus tu fais d'heures. Parce que c'est 507 heures, c'est le minimum, mais on n'est pas obligé de faire que 507. Tu peux faire 1000, tu peux en faire 1000, ouais. 1500, etc. Évidemment, plus t'en fais, plus ton taux journalier est élevé. Et donc, forcément, bah, si jamais au mois d'août, admettons, tu ne travailles pas, tu te prends des vacances, bah, tu seras sûr de toucher au minimum 1700, 1800 euros, j'en sais rien, ou plus si tu as un très bon taux, grâce à l'intermittence. Et du coup, ça te permet une certaine stabilité malgré cette précarité qui est quand même importante dans l'intermittence. Et du coup, d'un point de vue employeur, en fait, ces cotisations-là, elles sont supportées du coup par l'employeur généralement. Enfin, moi, du coup, je connais. Enfin, bon, du coup, les factures, voilà, comme tout le monde sait, c'est tu reçois une facture, tu payes la facture. Quand tu emploies des gens en CDI, pareil, t'as le brut et le net, le brut, le chargé employeur. Exactement. Et donc, est-ce que c'est la même chose mais en version horaire ou exactement, journalière? en version journalière. Enfin, c'est version journalière en fait. Donc, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance qui entrent sur le marché, ce qui fait que il y a des productions qui coûtent moins cher, mais c'est parce qu'ils se vendent un peu moins cher, malheureusement, les freelances. Et je dis malheureusement parce que du coup, ça fait du ruissellement un peu vers le bas des prix de production. Bah, en fait, c'est. Enfin, alors là, réflexion de mec qui n'est pas du domaine, tu vois, et qui n'y connaît rien, mais en fait, Enfin, je veux dire, si moi. En fait, pour ceux qui ont du boulot, encore une fois, que ce soit électricien, chef-op, enfin, n'importe quel métier, si tu sais que tu es booké à peu près la majorité de l'année et que tu commences à être un peu stable parce que tu fais ça depuis quelques années, t'as intérêt en fait à te mettre en freelance. Là où avant, je dis n'importe quoi, tu déclarais, ton prix c'était 400 € brut la journée, tu sais que ton employeur va payer 800 en face, t'as bien plus intérêt si tu sais que t'es stable à te dire ok, je me lance en freelance, je vais facturer 600 à la place, ça va revenir 200 moins cher la journée, et tu payes tes 22%. C'est une belle théorie, mais malheureusement, il y a beaucoup de freelances qui prennent 220. Tu vois, je te disais tout à l'heure, 220, ouais. 400. Oui, ça marcherait si justement des freelances se mettaient à 350, et du coup, c'est pas de paperasse. Eux, ils font juste une facture, c'est bon, et le freelance, il prend 350. Le freelance gagne plus, l'employeur. C'est ça. Sur le papier, ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, comme ça s'est un peu démocratisé et tout, bah, en fait, les freelances, ils demandent 220. Ah oui, bah du coup, là, c'est ça. Et donc, du coup, c'est là où il y a un gouffre qui s'est créé, ou même moi, d'un point de vue production, où je fais de la vraie production. Pas bon, faut pas faire ça aussi. Et donc, du coup, non, mais sauf que moi, je le vois beaucoup, et même sur beaucoup de productions, sur des projets sur lesquels j'ai été, où on m'a dit, mais attends, mais il y a une autre boîte de prod en face qui nous propose 5000 € de moins. Je suis en mode, oui, bah ok, pas de souci, mais après, elle sous-paye un peu tout le monde. Et bon, évidemment, il n'y a pas de convention sur les freelances, etc. Donc ça, du coup, c'est un autre sujet. Moi, je suis toujours resté carré là-dessus, et sachant que, bah, en fait, l'intermittence, dans tous les cas, quand tu es dans des sociétés de production, tu as des obligations aussi de travailler en gros avec des intermittents. Typiquement, la télévision ne peut pas travailler avec des freelances sur des postes techniques d'audiovisuel. C'est forcément de l'intermittence. Même aujourd'hui, qui est ma société, je peux pas facturer les jours où je vais travailler en télévision. Il y a que je crois, le poste de réalisateur qui est ouvert à ça, de facturer en tant que réalisateur, parce que tu peux faire les deux en même temps. Comme ça peut varier. Comment ça marche? C'est-à-dire, être intermittent et faire la facture. Ouais, tu peux pas, j'imagine. Tu peux pas faire les deux. Moi, je peux dans le sens où j'ai ma société, mais je suis pas salarié de ma société. Ok, donc en gros, toi, tu peux faire des heures ou des journées en tant qu'intermittent. Moi, je suis toujours intermittent aujourd'hui. Et facturer des trucs avec ta boîte comme n'importe quelle personne. Moi, ma boîte, ça me permet de développer mes projets. Aujourd'hui, je le vois plus comme un levier pour développer mes projets, du coup, payer mes équipes, etc. C'est stylé, ça, c'est un bon cheat code. Et à côté, du coup, j'ai mon intermittence. Je continue de faire mes heures. Je travaille beaucoup encore en télévision et sur des productions avec d'autres sociétés de prod qui, eux, me déclarent, en fait. Et donc, c'est ce qui fait que je suis toujours intermittent et que je fais toujours mes heures tous les ans. Mais à côté, du coup, pas besoin de me salarier dans ma boîte. Je me suis posé la question, évidemment, au moment de dire est-ce que je me salarie, etc. Mais en fait, je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de garder ce prisme-là, sachant que dans tous les cas, les chaînes avec lesquelles je travaille doivent me payer en intermittence. Donc après, ça voudrait dire autrement que je prendrais de l'intermittence sans avoir le régime. Donc du coup, je paierais des charges pour le régime, c'est cool, mais du coup, tu vois, genre là, je serais un peu perdant là-dessus, quoi. Donc pour l'instant, je reste sur cet entre-deux-là où je suis toujours intermittent du spectacle, mais j'ai ma société à côté. Ce serait incroyable si tu pouvais soit financer des heures via ta boîte. Oui, ça serait bien, mais c'est pas possible, évidemment, parce que du coup, ça serait vraiment un cheat code, parce que ça voudrait dire parce que du coup, chaque année, en gros, le moment où tu fais tes 507 heures, ça te donne une date anniversaire. Cette date anniversaire, c'est la date, en gros, qui te dit que, d'un point de vue cyclique, l'année d'après, il faut que tu aies refait le même nombre d'heures. Si oui, dès que je l'ai passé, je me paye avec ma boîte. Oui, non, du coup, j'aurai mes heures directes. Je suis en mode, c'est bon, je peux faire tous mes projets à côté. Non, évidemment, on peut pas se déclarer nous-mêmes des heures. C'est marrant, hein, c'est vraiment un mélange entre les contrats de travail et le freelancing / même
société parce que du coup, tu as une date d'exercice, en fait, de ce que tu me dis. La date d'anniversaire, c'est l'équivalent d'une date d'exercice, de clôture d'exercice plutôt sur ta société. C'est la fin de contrat, tu as un an de contrat. Tu as un an de contrat avec l'intermittence, en gros, tu es dans ton régime, et puis tu as un an. Là, on t'a dit le 27 avril, l'année prochaine, le 27 avril 2025, tu devras avoir fait 507 heures. Si tu les as, on renouvelle pour un an. Et c'est toujours tous les ans comme ça, tu renouvelles. Et c'est pour ça, d'où le stress un peu des heures. On entend souvent parler de ça, justement, des intermittents qui sont stressés pour leurs heures, etc. Parce que si tu fais pas tes heures, tu perds le régime. Et dans ce cas-là, tu n'as plus la sécurité d'avoir un minimum garanti tous les mois. Tu vois. Mais du coup, est-ce qu'il y a un effet de bord un peu du type il me manque 17 heures là, du coup, je l'ai fait à 10 balles, tu vois Alors, il peut y avoir ça, mais en fait, c'est compliqué parce que du coup, généralement, il n'y a pas vraiment ça parce qu'il y a des conventions aussi aujourd'hui collectives qui sont appliquées. Et en fait, une société de production, parce que moi ça m'est déjà arrivé naturellement d'avoir des régisseurs qui viennent me voir en mode, ça m'est arrivé souvent en mode là je suis en galère, il me manque 40 heures, t'as pas un projet ou quoi que ce soit, je te le fais pour rien et juste tu me fais 40 heures et tout. Sauf que après c'est toi qui prends le risque en tant que employeur parce que t'as tes conventions quoi. C'est pour les gens peut-être, je sais pas s'il y a des créateurs, des créatrices qui nous écoutent et tout et qui sont en mode comment on fait pour bosser avec des intermittents. Mais en fait c'est intermittents. En résumé j'ai l'impression que c'est quand même l'enfer, c'est que t'as les mêmes galères que quand t'embauches un employé. Sauf que là, c'est pour genre quelques heures ou quelques jours. Et t'as le contrat de travail, t'as une espèce de d'équivalent fiche de paie, j'imagine, avec le brut, le total. Oui, bien sûr, t'as la fiche de paie, t'as tout. Justement, là, dans les documents, t'as la fiche de paie pour la journée, etc. Et c'est sûr que forcément, on le disait juste avant, entre versus avoir une facture et devoir délivrer tous ces documents-là. Après, aujourd'hui, c'est fait de vraiment, il y a des plateformes aujourd'hui, des outils vraiment chouettes. Enfin, à titre personnel, j'en utilise plusieurs et qui sont vraiment chouettes. Moi, j'utilise Moving Motion. Okay. C'est vraiment même mes contrats permanents, je le gère avec ça maintenant aujourd'hui. Moving Motion, ok. Voilà. Et donc ça c'est la plateforme de. Et ça c'est une plateforme, en gros, t'as une mensualité, etc. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que des gens qui voudraient employer des intermittents, il faut avoir une société où il faut que ce soit écrit dans les statuts que ce soit possible de recruter des intermittents. Ah ok. C'est pas tout le monde ne peut pas recruter des intermittents. Si t'as une société où je sais qu'il faut être dans un certain code du travail, etc. Et si tu ne l'as pas, tu peux pas. Ça se modifie l'objet social, mais ça se modifie toujours, mais voilà, c'est toujours chiant de devoir le modifier. Mais il faut le savoir justement si demain des personnes justement qui nous écoutent ont pour objectif de monter une société de production, de devoir être amené à employer des intermittents de spectacle, bien penser à le dire à son comptable lors de l'ouverture de sa société, quoi que ce soit. Et en tant que particulier, tu peux pas. Moi, je peux. Et en tant que particulier, aujourd'hui, c'est toujours possible parce que du coup, il y a un système plus simple qui s'appelle le GUSO. Alors moi, j'ai jamais eu trop l'occasion de l'utiliser, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est pour justement les entreprises qui n'ont pas la possibilité de recruter en direct des intermittents. Le GUSO, c'est une forme simplifiée où en gros, on passe par le GUSO, qui est un organisme qui gère du coup la déclaration de travail, et c'est relativement simple normalement à mettre en place, de ce que j'ai pu entendre de certains retours de confrères du milieu, et c'est vraiment une solution qui, voilà, si vous avez besoin toi demain, tu as besoin exceptionnellement d'employer un intermittent du spectacle, il faut mieux que tu te rapproches de cet organisme-là plutôt que de devoir changer tes statuts. Après, tu l'auras. Après, tu me diras si tu changes tes statuts. Mais non, c'est plus simple de passer par des bonnes vieilles boîtes de prod, effectivement, qui vont te faire une facture. Voilà, mais c'est pour ça que du coup, souvent, c'est pour ça qu'il y a un peu ce truc-là des boîtes de production. Tu passes par une société de production parce que tu peux toi-même pas employer les intermittents, t'as pas l'expertise, t'as pas ça, et du coup, en fait, c'est comme ça que ça se met à ruisseler. Très clair. Merci pour l'explication. Et pour l'autre côté, on va dire pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui voudraient peut-être se lancer, c'est toujours un truc qui se fait peur. Moi, j'ai même des gens qui me disent parfois qu'ils ont peur de se lancer en freelance, alors que pour le coup, il y a rien de plus simple. C'est vraiment les démarches sont easy comparé à ouvrir une société ou quoi. Mais donc du coup, si on veut se lancer en tant qu'intermittent, c'est quoi les démarches, c'est quoi l'organisme qui gère ça en quelques étapes, tu vois, par où tu commences quand tu veux comment commencer? C'est vrai que c'est une bonne question. En soi, faut commencer quand tu veux être intermittent de spectacle. Généralement, c'est beaucoup de métiers du secteur culturel. Donc le mieux, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière, mais je pense que c'est toujours mieux d'être baigné déjà dans un réseau, parce que tout fonctionne sur le réseau, vraiment, dans l'intermittence. Non, mais je veux dire juste administrativement, ça on va y revenir après sur tes conseils de comment démarrer une carrière. Genre là, moi aujourd'hui, imagine, je suis mettons, je sais pas, acteur, là, un peu comédien, et j'ai une opportunité un peu, tu sais, parfois ça arrive comme ça, t'as une opportunité, t'avais même pas prévu, et on te dit, il faut que tu sois intermittent. Est-ce que c'est simple c'est un statut, comment tu... franchement, d'un point de vue intermittent, il y a rien à faire en soi, genre, tu m'appelles, demain, moi je dis, oui, tu as payé en intermittence, moi je dis, ok. Et du coup, je vais recevoir tous les documents que je t'ai donné que je t'ai dit avant. C'est pas comme une auto-entreprise, une micro-entreprise, je sais plus comment on dit maintenant. Non, j'ai rien à déclarer. T'as rien à ouvrir en tant qu'intermittent. Moi, en fait, j'ai rien à déclarer la première année d'activité quand je me lance en intermittent. Moi, le seul truc que je dois, c'est conserver absolument toutes mes AEM et calculer et me dire, ok, là, j'en suis à tant d'heures. Dès que j'ai les 507 heures, là, je me rends à France Travail
j'ai un rendez-vous, donc il y a France Travail Spectacle, je sais plus, qui est basé sur Paris. Avant, c'était le 15e, mais je crois qu'ils ont peut-être bougé. Donc là, du coup, il y a C'est France Travail, du coup, qui gère ça. C'est côté France Travail, mais c'est France Travail Spectacle. Vraiment, c'est vraiment une entité, parce que c'est vraiment C'est une pas... branche à part. C'est Ouais. pas le régime général, c'est vraiment une caisse dédiée des intermittents du spectacle. Et donc, du coup, quand on a ces 507 heures, il faut se rendre, du coup, à France Travail, les appeler au préalable avant, quand il faut savoir les process. Ok, ok. Ils expliquent ça très bien, et en gros, de là, ils vont calculer, se dire, OK, bon, gèrent tout, quoi, il ouais. a bien fait toutes ses heures. En tant qu'intermittent, t'as pas grand-chose à faire. Non, à part, non. c'est l'employeur qui Et gère c'est à tout. partir de ce moment-là que là, il y a des choses à faire. Comme le freelance, c'est qu'à partir du moment où tu as tes heures, on te dit OK, tu as ton régime. À partir de ce moment-là, tous les mois, tu dois aller déclarer sur l'application du coup France Travail combien d'heures tu as travaillé Ok. et avec quel employeur, combien tu as été rémunéré. Et du coup, c'est juste ça, voilà, c'est 5 cases à remplir. Simple, efficace, tous les mois, dire voilà, du coup, j'ai fait telle pige. Oui, je souhaite rester inscrit à France Travail et boum, valider ça. Généralement, eux, ils demandent d'envoyer les AEM quand ils ont eu des problèmes de communication avec les entreprises, quand ils n'ont pas reçu de leur côté. Et de là, comme ça, eux, ça leur permet de suivre en temps Ok, réel. très clair. Donc c'est le Vraiment statut simple, le plus efficace. simple pour le coup, c'est-à-dire que c'est encore plus simple qu'un freelance. Ah oui, il n'y a pas de sirette, il n'y a pas de statut, il n'y a rien du tout. Non, vraiment, c'est... Je savais vraiment pas comment ça Ouais, se passait. non, donc, vraiment, il n'y a rien à faire à part travailler au début et faire ses heures, quoi. trop bien. Il n'y a rien à faire à part développer son réseau, qui est quand même la partie la plus dure, en fait. Mais ouais, non. Bien sûr, ouais, ce qui est déjà assez dur en soi, effectivement. Mais du coup, voilà, pour pas d'excuses du coup liées à ça, parce qu'il y a souvent, moi j'ai entendu plusieurs fois en tout cas l'excuse de ouais, mais c'est compliqué d'ouvrir une société, ça fait peur, un peu, tu sais. Oui. Micro-entreprise, moi, mais je l'ai déjà entendu aussi, tu vois, de ah ouais, mais il y a des démarches à faire. Ouais, je dirais que la phobie micro-entreprise, administrative, c'est vrai que etc. ceux qui ont peur, faut vraiment pas avoir peur, parce que Ouais, pour c'est avoir vraiment beaucoup easy, d'amis mais- qui l'ont ouvert, moi c'est un peu le truc qu'ils ont fait à côté, tu vois, en mode Mais oui, mais ça j'ai prend une 2 petite minutes. micro-entreprise, ça a pris C'est ça. 15 minutes en ligne à faire Exactement. toutes les démarches, ça coûte même pas 100 balles, et encore, aujourd'hui, il y a possibilité de le faire soi-même, je crois, Ouais. et tout. Mais j'avais vu que ouais, il y a des possibilités de déléguer ça si jamais vous êtes vraiment flemmard, mais bon, voilà. Oui, il y a pas besoin honnêtement, mais en tout cas, l'intermittence, il y a vraiment zéro excuse, quoi. C'est vraiment juste Non, l'intermittence, tu faut bosses faire. et voilà. En fait, ce qui fait peur, l'intermittence, à l'inverse, c'est pas le côté d'avoir sirette, c'est est-ce que je vais réussir à faire mes heures, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est donc souvent ça. ouais, Et bien du sûr, coup, c'est faut là où trouver tes se crée. Généralement, ceux qui font de l'intermittence, ils sont un peu dans l'entre-deux avec est-ce que je suis freelance ou est-ce que je suis intermittent. Parce qu'il y a ce truc-là de pendant un an, si je fais freelance, comme tu disais tout à l'heure, si tu en plus tu connais bien que ok, ça coûte 220, ça coûte 400 l'employeur, moi je lui demande 350. Si je fais plein d'heures et que du coup je demande 350 à chaque fois en tant que freelance, finalement je vais bien vivre à l'année parce que je travaille suffisamment. Mais ça se trouve, je vais travailler 400 heures. Donc du coup en freelance, moi j'aurais gagné plus et j'aurais payé mon intermittence. Mais si je fais les 507, après j'aurai la stabilité d'être sûr d'avoir mon statut, de devoir le renouveler, etc. Donc du coup il y a cette question-là de beaucoup de jeunes techniciens qui sortent d'école qui sont un peu en mode qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas, etc. Et bon, le mieux de toute façon, c'est de foncer, d'essayer d'y aller. Et moi, j'ai plus envie de dire, tente de faire l'intermittence si t'es voué à travailler dans le domaine du spectacle et d'avoir des employeurs qui travaillent avec essentiellement les intermittents. Si t'es pas sûr, go freelance et au pire, il sera toujours temps de changer après. Exactement. Voilà, Et il est toujours possible d'arrêter se d'être freelance et partir faire de l'intermittence après. Et inversement, l'intermittent, je perds le statut demain, je peux me lancer en freelance ou quoi si jamais j'ai rien monté à côté, etc. Quoi. Donc vraiment, c'est pas, il y a toujours de quoi rebondir dans tous les cas, quoi. Et de manière assez simple. Belle conclusion. Et donc du coup, en termes de, pour revenir du coup à toi et ta situation, en termes de revenus, est-ce que toi aujourd'hui tu te considères dans revenus perso, je veux dire hors prod, mais est-ce que tu te considères dans une situation comme stable, on va dire est-ce que à quel point tu as des creux et des pics de revenus aujourd'hui, toi ton année, enfin quand tu fais le bilan à la fin de l'année, est-ce que tu es en mode putain j'ai eu 6 mois, gros 6 mois et en fait 6 mois un peu creux où j'ai bossé sur mes projets et tout, ou en fait est-ce que toi dans ta situation aujourd'hui c'est stable et est-ce que un réalisateur qui marche bien, c'est pas du tout un métier précaire, loin de là, mais en tout cas, est-ce que tu penses que c'est un métier difficile, on va dire, ou en tout cas pour atteindre une certaine stabilité et niveau de revenus C'est une bonne question, c'est un peu compliqué. Moi, oui, aujourd'hui, c'est stable pour moi. Aujourd'hui, j'ai jamais quasiment démarché, je refuse beaucoup de projets, donc je considère être suffisamment stable parce que généralement c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Moi je touche du bois, franchement aujourd'hui c'est vraiment stable sur les projets, ça se chevauche super bien, j'ai toujours des demandes entrantes et plus en plus c'est comme tout, mais plus tu fais, plus t'es visible, bien sûr, plus tu es demandé, plus ton réseau s'élargit et vraiment c'est vraiment un cercle vraiment vertueux là-dessus. Donc moi vraiment non, c'est relativement stable, je gagne tu bien vends au ma prix que vie. tu veux et tout, je vends il y a au ça prix. aussi parfois, il y a des gens surbookés mais juste tu sais ils gagnent pas tant en fait à la fin. Ouais, mais non, mais c'est que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je préfère largement, moi, tout ce qui est où il n'y a pas trop de budget, où je suis pas stimulé, je préfère dire non. Et en fait, c'est un peu je parlais beaucoup de ça, justement, je trouve ça super intéressant, mais tu sais, même par rapport à beaucoup de freelance, je pense que ça peut, je pense, donner pas mal de déclics à des personnes dans le sens où il y a beaucoup de personnes, quelquefois, qui vont se dire, putain, je vais accepter 5 contrats à 200 balles.
Et en fait, trop bien, c'est bon ce mois-ci, j'ai eu 5 contrats, c'est cool. Et puis je les renouvelle et puis je fais ça sur 3 mois. Sauf que tu te dis, ok, c'est cool, t'as 5 contrats à 200 balles, t'as fait 1 000 €. Sauf que c'est 5 clients différents. Donc c'est 5 fois plus d'énergie. 5 fois plus d'emmerde. De possibilités qu'il y en ait au moins un qui soit mauvais payeur, etc. Et aujourd'hui, moi, tu vois, genre, j'ai vraiment pris la contre-pied ce truc-là, où aujourd'hui, oui, on me propose plein de projets, 2 000, 5 000, 3 000, machin, etc., que j'accepte hein, pour certains. Hein. Je dis pas que je refuse tout, mais je suis beaucoup plus... genre, je sens beaucoup plus les clients aujourd'hui. Dès que je sens qu'un client, ça va être, risque d'être compliqué tout de suite sur la touche. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai fait ça, c'est compliqué. Parce que la première année, tu te dis, mais attends, si je fais ça... C'est vraiment la première année où j'ai fait ça, j'étais en mode... Pendant 2 mois, il y a eu un petit creux. Je faisais que de l'artistique, mais tu sais, de l'artistique qui va pas forcément aboutir sur de la rémunération. Donc, j'étais en mode, attends, là, je suis en train d'avoir plaqué, en fait, mes plans qui me ramènent un petit peu d'argent régulier pour me faire de l'artistique qui me ramène rien. Mais ça a été vraiment payant par la suite parce que, grâce à ça, j'ai pu accepter des plus gros projets qui, eux, du coup, étaient beaucoup plus rémunérateurs. Et en fait, je me disais, putain, juste avec ce projet-là, j'ai gagné 5 fois plus que si j'avais accepté tous ces projets-là, qui m'auraient pris tout mon temps, en fait, qui auraient fait que ma capacité de temps alloué à d'autres projets et mes projets perso, il aurait été saturé. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai pris qu'un seul projet où je me donne à fond dedans, où il y a du budget, où je suis bien payé, je vais pouvoir payer mes équipes convenablement et en plus prendre du plaisir fou sur l'artistique, sur la créa. Et du coup, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, tu vois. T'es en mode let's go, tu vois, c'est le rêve. Et en fait, aujourd'hui, je suis un peu dans ce prisme-là où faire je ton fais art correctement, bien rémunérer les gens, être payé correctement aussi. Et là, c'est vraiment cool. Je suis vraiment dans ce cas de figure-là actuellement. Genre, j'ai vraiment des très gros projets qui se mettent en place. J'écris sur un très beau projet qui va ouvrir dans Paris aussi l'année prochaine. Ça s'appelle Merci Internet, entre autres. Je sais pas si ça te. Attends, avec Louis Dalande. Avec Tom Lother. Avec Tom Lother. Ah, ok, oui, parce qu'en fait, il y en a 3 Merci Internet. Il y a le docu de Squeezie, il y a un truc d'un pote que je connais qui s'appelle Louis. Et il y a Tom Lother, bien sûr. Oui. Qui va ouvrir du coup un lieu. Et typiquement, ça fait partie des projets, tu vois, genre qui sont un peu en sous-marin. Trop stylé. Mais attends, mais du coup, sur un projet. Du coup, le projet. Et du coup, je suis game designer, du coup. Ah, game designer. Ah, trop marrant. Quand je t'ai dit, la partie auteur est aussi une grosse partie de ma vie. C'est juste que la partie auteur, en fait, c'est. Tu vois, genre là, j'en parle là parce que ça me vient. Tom Lother, c'est un crack. On t'embrasse, Tom. Hello. Rendez-vous lundi. mais là, du coup, non, c'est vrai que là, on bosse beaucoup là-dessus avec Tom, typiquement. Et là, tu vois, c'est un autre projet où je suis simplement côté création, scénariste, auteur, tu vois. Bon, game designer, du coup, pour ce type de projet-là. Et donc, tu vois, genre, il y a plein de trucs qui se goupillent et qui sont là, tu vois, qui a un beaucoup plus gros projet, qui est un projet d'une ouverture d'un lieu dans Paris. Parce que pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un lieu qui va ouvrir dans Paris l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien. Voilà, courant 2025. Je sais pas quand exactement, et où toute personne, un peu comme un escape game, on pourra venir reproduire les concepts de YouTube. Et donc voilà, venir rejouer des jeux qui sont phares sur les réseaux. Donc là, on est en train d'écrire tout ça. Je pense que ça peut être un truc sympa. On a fait des premiers tests là déjà. À toute base, dans les idées, c'est de ouvrir décembre, mais comme tout aujourd'hui, il y a les lieux. Là actuellement, justement, même niveau écriture, on n'a pas du tout terminé parce qu'on a fait des phases de test. On fait venir des gens en bêta test justement qui viennent tester le jeu, qui connaissent pas du tout l'univers de YouTube pour voir s'ils aiment bien, différentes tranches d'âge. Donc niveau écriture, nous, on est encore en train de bosser. Là, on a 2 jeux qui sont plutôt bien aboutis. On est en train d'avancer sur les 2 prochains. Et il y a les lieux aussi, tout simplement, qui sont encore en train d'être en construction, etc. Donc ça prend du temps, les constructions. Donc ça sera courant 2025, normalement, si pas de problème de construction, etc. Mais c'est un gros projet, tu vois, typiquement, qui, moi, me prend du temps, qui est un projet où, justement, j'y mets de l'artistique, c'est plaisant. Du coup, il y a les moyens, justement, pour mettre tout ça en œuvre. Et ça, vraiment, je prends beaucoup de plaisir sur des types de projets comme ça, même si c'est des projets de l'ombre. Et à côté, c'est pour ça que je préfère prendre quelques projets où je vais me mettre à fond dedans. Et là, c'est cool. Donc moi, du coup, pas trop précaire niveau projet. Mais pour des gens qui ont peur de ça, je serais pas trop quoi dire parce que c'est vrai que c'est un métier en fait où tu vas avoir plein de sons de cloche, quoi. Mais je pense qu'à partir du moment, ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où tu es en mouvement, tu vois, pour moi, la clé de la réussite, c'est être en mouvement, tu vois. Si tu restes chez toi, on va pas t'appeler, tu vois. C'est sûr. Mais si demain, on t'invite à un événement, typiquement, tu travailles dans le cinéma, on t'invite à un événement du pot un pot des futurs scénaristes ou quoi que ce soit, ou scénaristes en herbe, ou je sais pas, réalisateurs en herbe, tu vas rencontrer des gens qui, certes, aujourd'hui, parce que beaucoup se rendent pas compte, en fait, que le gros de ton réseau, tu le rencontres à ton âge, et c'est des gens qui, aujourd'hui, sont, entre guillemets, à rien. Je disais, attention, aujourd'hui, je le mets bien entre guillemets, qui seront les gens qui seront des acteurs de demain, en fait, parce que s'ils ont la dalle aujourd'hui, ils vont faire, et au bout d'un moment, ils auront forcément des places plus importantes, ils seront dans des... Et en fait, ça, c'est compliqué de s'en rendre compte, surtout quand t'es jeune, que tu veux te lancer. C'est une forme d'investissement. Tu te dis, ouais, mais moi, j'ai envie de rencontrer ceux qui sont déjà en place, etc. Genre, je veux bosser avec Pierre Ninet direct. Non, mais ouais, ça, dans le cinéma, ou même dans la partie production
production sur YouTube, je travaillais direct avec Inoxtag, machin, etc. Ouais. Mais en fait, investis beaucoup dans les jeunes youtubeurs qui se lancent aujourd'hui, qui ont 10 Investi 000, dans le futur Inoxtag. 20 000, ouais, non, mais c'est ça, exactement. Et en fait, travailler avec du coup, le youtubeur, la youtubeuse, tu vois, qui a 20 000 abonnés aujourd'hui, qui a besoin de se serrer les coudes, qui a pas de budget, tu vois. Puis c'est cool, en plus, c'est les galères du début, franchement, c'est marrant pour tout le monde, tu vois, il faut le faire. C'est marrant, ça te permet de te former sur le tas, tu lis véritablement, il y a des belles histoires, tu vois. Moi, j'ai vraiment des amitiés qui sont nées grâce à des projets comme ça. Tu t'éclates beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, avec ces gens-là, ce qui est trop chouette, c'est que on est amis. Aujourd'hui, ils ont fait leur chemin, j'ai fait le mien. Sauf que du coup, il y a des ponts à des moments où on se met à travailler ensemble sur des projets d'écriture, de production, parce qu'ils ont besoin. Et eux, ils ont explosé, ils ont plus de budget. Sauf que le projet que je rêvais de faire il y a 4 ans, en fait, en ayant fait avec ces potes-là qui non plus n'avaient pas de budget, en fait, aujourd'hui, on les fait. C'est juste que on est montés tous ensemble. Il y a un peu ce truc-là d'investir en les autres et de son entourage, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le conseil que tu donnerais et qu'ont donné beaucoup de mes invités ici, mais c'est se mettre en mouvement, quoi. Vous allez l'entendre à chaque fois, hein, mais oui, mais en même temps, c'est que c'est tellement la clé parce que le réseau, tu l'as pas comme ça ou pas en envoyant juste des mails en mode oui, voilà. Il faut aller boire des cafés avec des gens qui sont passionnés, qui sont disponibles aussi, qui peuvent se rendre disponibles. Parfois, ça donne rien, mais c'est intéressant. Vous apprenez mais moi, encore aujourd'hui, je me prends des énormes vents. Ça peut décomplexer des gens. Je me prends des énormes vents sur Instagram parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas de mon calibre, mais peut-être plus assis déjà dans le monde du cinéma, entre autres. Et je me dis, tiens, ça pourrait être trop cool d'aller échanger, se prendre un verre. Tu gardes ce truc de la fiction quand même. Tu veux toujours y aller. Ouais, moi, en tâche de fond comme ça. Oui, bien sûr. J'ai toujours un peu cette envie d'aller faire un gros projet, une fiction ou quoi. Mais plus du long terme. J'ai compris justement ce qu'était qu'une carrière en fait en commençant à la construire en fait tout petit début de jeune carrière, tu vois. Aujourd'hui j'ai mes rêves qui ont évolué, qui ont construit plein de choses. En fait je me rends compte que le chemin il est long et qu'en fait c'est pas un sprint, c'est un marathon, quoi. Genre tout le monde le dit, mais c'est vraiment factuel. Genre les gros projets, les grosses prods, oui, les gros producteurs aujourd'hui, ils vont pas prendre le risque de prendre un jeune qui a 22, 24, 26 ans. Ça arrive, il y en a quelques-uns et du coup on met tous les projecteurs sur eux quand ça arrive et du coup on veut tous être lui. En mode, putain, à 22 ans, il a fait son long métrage, ou Xavier Dolan, tu vois, à 18 ans. Oui, mais il y a plein de choses qui font que... Chacun son cursus, son chemin. Genre, c'est un peu l'équivalent de jouer au loto, j'ai envie de dire, tu vois, genre d'être un peu l'élu j'ai réussi à... Vraiment, il y a un alignement de planètes. J'ai envoyé mon scénario à 18 ans. Mon producteur, il a adoré. Il l'a envoyé à quelqu'un qui a validé. Le distrib, il a dit oui. On y allait. Tout le monde s'est fait confiance. Et ça a marché. Tu vois, genre ça vraiment, est-ce qu'il y a beaucoup de... Il faut que le projet marche en plus à la fin. Oui, il faut créer un projet qui plaise au producteur auquel tu le présentes, que le producteur il soit en mode OK, on va essayer de le défendre, leur envoyer des distribs, aller voir TF1, leur dire c'est où ça vous intéresse, que TF1 soit en mode pourquoi pas, et si c'est pas TF1, France Télé, Canal+, etc. Puis après, éventuellement, aller voir maintenant les plateformes de diffusion, VOD, Netflix, Prime Video, etc. Du coup, il y a quand même un cheminement qui est long pour qu'à la fin, on te dise « Ok, c'est bon, on préachète le film, on y va, on lance un distrib, et qu'après tout se passe bien, que les comédiens que tu voulais sont bien disponibles et veulent bien le faire. » Enfin, c'est un alignement de planète qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se construire en amont, un réseau, donner confiance aux gens avec qui tu travailles, etc. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Hein. Je parle du cinéma parce que moi, c'est un domaine qui me parle beaucoup, mais dans tous les secteurs, il faut donner confiance aux gens avec qui tu collabores et montrer que tu fais du bon travail et que voilà, genre, tu peux avancer main dans la main dans le futur, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est qui les gens qui t'inspirent aujourd'hui ça peut être, si tu as des noms de réalisateurs, tu vois. On dit réalisatrice ou c'est réalisateur? Oui, réalisatrice, ouais, réalisatrice. Ça, c'est comme le truc de auteur, autrice, il y a un truc. Oui. D'ailleurs, on dit autrice, du coup, au final. Oui, on dit autrice, ouais. Il y a eu un truc à un moment. Moi, je le dis en tout cas, mais je crois que ça se dit, oui, bien sûr. Ouais. Genre, non, mais je sais que moi, je faisais l'erreur avec entrepreneur, entrepreneuse aussi. Et en fait, on dit entrepreneur. Il y a des mots comme ça où tu sais pas si. Bref. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu as des réalisateurs, des réalisatrices, tu vois, qui t'inspirent ou dont tu admires le travail en tout cas, ou dont la carrière t'inspire peut-être, dont tu vois, le contenu te parle pas, mais. Parcours. En soi, moi, c'est un réalisateur que j'aime bien et qui a émergé d'Internet. C'est pour ça que ça me parle. Et cette année, d'ailleurs, c'est Florent Bernard qui a réalisé Nous les Leroy, du coup, qui a fait son premier long métrage avec José Garcia. Je l'ai même pas vu. Et du coup, moi, j'ai découvert en plus à l'Alpe d'Huez, parce que je travaille sur le festival de l'Alpe d'Huez. Il a gagné le Grand Prix l'année dernière. Et lui, il a réussi à faire cette passerelle-là qui, depuis des années, a été tentée par moult et moult personnes, qui est de passer de YouTube à la fiction. Ouais. Donc Flaubert, juste pour si tu peux redonner le contexte, moi j'ai découvert son travail, c'était à l'époque de Golden Moustache et tout. Bien sûr, ouais.
C'est un pilier de l'humour français sur YouTube quoi, et d'Internet. Derrière de nombreuses vidéos virales d'Internet, de YouTube. Les gens l'ont peut-être vu plus dans les concepts de McFly et Carlito McFly aussi. et Carlito, c'est ça. Et puis du coup, ça Golden Moustache à l'époque. Je crois qu'il a travaillé aussi avec le studio Bagel, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, beaucoup de toutes les vidéos marrantes d'Internet en fait. Ouais, il était derrière avec beaucoup d'autres auteurs. Et donc typiquement, en tant réalisateur, je suis vraiment admiratif de son travail, d'avoir pu déjà fédérer autour de lui beaucoup de projets et de donner confiance à beaucoup de créateurs de contenu qui ont tous été j'ai envie de dire à l'unanimité, mais quand même assez raccord avec l'idée que c'est un gars qui travaille bien, qui fait bien son travail, et réussir à les convaincre des producteurs cinéma qu'il peut faire du long métrage, qu'il sait faire autre chose que des blagues sur Internet, mais qu'il peut le faire. Il vient de l'humour, donc c'est encore pire quoi. C'est vraiment compliqué. Il y a un peu cette étiquette guignol. C'est ça, et quand tu viens de l'humour, c'est souvent en plus c'est très sectorisé dans le monde du cinéma, où vraiment tu fais de l'humour et de la comédie, tu restes dans la comédie, et du coup il y a des ponts qui sont évidemment, mais c'est toujours un peu compliqué de s'enlever des étiquettes, parce qu'on est très fan des étiquettes quand même en France. Et donc lui, je suis assez admiratif de son parcours, et je trouve que c'est chouette qu'il ait réussi à faire cette passerelle-là vers le cinéma. Sinon d'un point de vue parcours, il y a aussi Mélanie Offray, qui est une réalisatrice qui avait fait Roxane et qui a dernièrement réalisé Nos petites victoires, les petites victoires, qui avait gagné un prix d'ailleurs à l'Alpe d'Huez, qui elle du coup est une réalisatrice qui est sortie d'école de cinéma, qui a fait son premier court-métrage qui a été diffusé justement au Festival de l'Alpe d'Huez. Elle a rencontré des producteurs et justement genre, elle a fait son cours, elle a rencontré les producteurs, ils lui ont fait confiance sur un premier long. Le premier long, je sais pas s'il a cartonné, je crois qu'il a marchouillé, sans avoir un succès explosif, mais ils ont fait confiance, ils se sont dit, ok, on retourne, on refait un deuxième long. Elle a fait un deuxième long. C'est une victoire en soi, en fait. Et c'est ça. Et du coup, les petites victoires, je dis pas bêtise, je crois que c'est ça le titre. Du coup, son deuxième film, lui a été un carton, et du coup, c'est trop chouette parce que, genre, ça lui a donné une passerelle, et du coup, je trouve ça beau en termes de cursus. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même en France qui ont des beaux parcours, je trouve, de réalisation. Et tu vois, en parcours, le dernier, je pourrais citer, je suis pas forcément le plus grand fan de tous ces films. Genre, je suis même pas forcément client de fou, mais j'admire énormément de la carrière, c'est Philippe Lachaud. Qui a fait de fou. C'est l'histoire de la galère de. Ouais, et en fait. Ça illustre le hustle, tu vois, dont tu parlais. C'est qu'il a percé méga tard, lui, comparé à. Il a percé tard, et justement, c'est ce qui, je trouve, donne de l'énergie à continuer de se battre pour essayer d'aller vers ce milieu-là, etc. Et j'avais beaucoup apprécié Babysitting à l'époque. J'étais en mode, putain, trop fort, coup de fraîcheur et tout. Par la suite, un peu moins fan des autres films. Voilà, des comédies qu'il a pu réaliser et tout. Je sais plus ce qu'il avait fait dernièrement. C'était il avait fait Babysitting 2, mais il avait fait Nicky Larson, etc. C'est moins ma cam, mais en tout cas lui du coup un parcours de fou quoi, essayer de passer par la télévision. Du coup ça me parle aussi parce qu'il est passé par la télévision, il a essayé de rencontrer les bonnes personnes, il a fait des projets, il a fait des sketchs à la télé, pareil de full potache aussi, très vraiment dans l'humour, etc., pour arriver à la fin quand même à réussir à convaincre enfin un producteur, faire un film, faire un banger du coup, parce que Babysitting ça a vraiment été low budget aussi, pas beaucoup de budget, ultra rentable pour les producteurs, donc forcément un deuxième, troisième même peut-être, et carton absolu derrière, carton, et puis après il a enchaîné plein de cartons, et du coup je trouve une carrière genre de quelqu'un qui vient pas de la famille du cinéma, parce qu'il y a un peu aussi ça dans le cinéma, c'est que tout le monde a un oncle, il y a quand même un entre-soi qui est quand même proéminent. C'est vraiment genre t'as un oncle à une tante. Dis les termes. Ok. C'est proéminent à ce point-là, dans le sens monde que je connais pas du tout. Franchement, moi je sais que moi j'en veux pas du tout, parce que je comprends. Mais je dis proéminent parce que, honnêtement, c'est vrai, quoi, je vais être honnête, genre, avec plein d'amis, nous, ça nous arrive souvent. Même moi, je travaille sur beaucoup de festivals, enfin, j'en fais beaucoup. En creusant, même si c'est pas le truc qu'il faut pointer du doigt tout le temps, mais à chaque fois, quand tu creuses un nouveau réalisateur qui a émergé ou quoi que ce soit, et en fait, tu creuses son cercle proche et amis proches, etc., très vite, son oncle travaille chez Pathé, dans la distribution de tel truc et tout. Et ça arrive, oui, c'est une réalité. Voilà, faut pas se voiler la face mais du coup ça montre que c'est aussi grâce au réseau donc que tu peux y arriver. Donc du coup moi je vois ça de côté positif, en mode est-ce que je ferais pas la même chose moi avec mes enfants demain si j'arrive à faire mon nid dans le cinéma? Est-ce que je vais mettre mon fils ou ma fille demain face débrouille-toi et va essayer de faire ton réseau dans le cinéma, alors que je peux lui faire rencontrer un bon producteur? Normal, évidemment, non, c'est normal. C'est juste que oui, ça reste quand même un certain entre-soi où du coup il y a beaucoup de gens qui se connaissent, qui sont qui ont des familles dans le monde du cinéma, donc qui permet de faire des passes D et des ponts plus rapidement
rapidement. Mais du coup, c'est pour ça que du coup, beaucoup de réalisateurs qui émergent vers 35-40 ans, parce que le temps de rencontrer les bonnes personnes, faire confiance, écrire le bon projet qui soit lu et qui soit apprécié surtout. Donc du coup, Philippe Lachaud, très bon exemple, je pense. Il a fait des interviews que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse, mais très inspirant en tout cas. Mais d'ailleurs, avec McFly et Carlito, il a fait il a fait une très très bonne vidéo avec eux. Et sur peut-être plus Internet, après si t'en as pas d'autres, c'est déjà très bien, moi je prends. Mais sur Internet, tu sais, des gens, je sais pas, comme Ludoc ou des gens comme ça, tu suis ou pas trop? Bien sûr, Ludoc, justement, que j'ai croisé il y a 2-3 jours là, qui j'ai beaucoup échangé justement. Et typiquement, moi sur Internet, déjà en auteur, avant de parler de Ludoc, justement, je fais une aparté. Genre, il y a Freddy Gladio, évidemment, qui lui vraiment est un auteur très très bon, je trouve, qui est derrière de nombreux projets. Typiquement Le Flambeau justement sur Canal+, qui a écrit Le Loup-garou qui vient de sortir dernièrement sur Canal+ également, qui travaille beaucoup avec Canal+, et il a travaillé il est derrière de nombreuses vidéos, Mister V, etc. sur les réseaux sociaux, un très très bon auteur. Le duo marche trop bien. Ouais, vraiment, ça marche super bien. Du coup, très admiratif de sa façon de travailler et des projets qu'il entreprend. Et sinon, Ludoc, typiquement, c'est moi ce que j'aime chez Ludoc, c'est le côté sa transition qu'il a faite, qui moi du coup m'évoque beaucoup de choses, parce que je suis actuellement dans cette transition-là un peu sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que là tu fais le pont parfait, parce que j'ai parlé de ça avec, je te dis, genre là il y a quelques jours, parce qu'il y avait la Paris Creator Week qui a eu lieu, et donc du coup ça a eu l'occasion pareil d'élargir le réseau, de rencontrer plein de gens. Tu y étais du coup? Moi j'y étais, bien sûr. Je me suis tapé l'intoxication alimentaire de ma vie. Ah mince. C'était bien du coup? C'était vraiment bien, franchement, mais c'est toujours cool de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et aussi de revoir des amis de la création de contenu qu'on voit pas, parce que chacun tryhard de son côté, etc. Et là moi c'est la première fois que je rencontrais Ludoc, et on a pas mal échangé, c'était super intéressant. Et du coup il me témoignait le fait qu'il de son côté, lui, il investissait beaucoup plus en lui ces derniers temps, et on le voit d'ailleurs avec ses vidéos sur les réseaux sociaux, le fait qu'il a fait un documentaire dernièrement, il a fait plusieurs docs, et c'est vraiment chiadé, c'est vraiment bien réalisé. Étant réalisateur de base, forcément il y a une vraie qualité dans ses contenus, et du coup je trouvais ça super intéressant, parce que on a eu quelques échanges, et ça m'a confirmé sur le fait que moi aussi j'avais envie de beaucoup plus entreprendre pour moi-même sur les réseaux sociaux, créer peut-être une communauté ou quoi, et de réaliser mon propre contenu. Et c'est pour ça que moi du coup là je me suis mis, je suis de retour là depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux à faire pas mal de vidéos justement de création de contenu format court essentiellement, parce que ça fait un peu la boucle avec ce qu'on a pu dire en tout début de discussion, mais au moins t'es pas bridé quand tu fais tes projets. C'est sûr. Et en fait, c'est ça ton objectif, en fait, c'est pouvoir à la fin vivre de tes propres contenus en la distribuant finalement à ta propre... Je pense qu'indirectement aujourd'hui, c'est un peu mon goal de fin, quoi. C'est maîtriser la distribution entre gros guillemets, si on parle en termes corpo. Oui, c'est ça. Mais oui, exactement. En fait, c'est ça. Si demain la distribution c'est moi-même. Ouais. En fait, je peux faire tous mes projets un peu kiff, un peu farfelus. Si demain je veux refaire un gros court-métrage pour les réseaux sociaux, si demain je veux aller, faire un documentaire sur quelque chose qui me tient à cœur, je vais pouvoir le faire, et éventuellement m'arranger moi-même avec des sponsors, choisir moi-même les sponsors. Et du coup, je serai le décideur un peu de qu'est-ce que je fais, est-ce que j'investis, est-ce que je maîtrise exactement. Après, évidemment, il y a toujours des possibilités là où tu maîtrises moins. C'est si tu vas aller sur Netflix ou sur des distributeurs plus sur de la télévision, etc. Mais je sais que en tout cas, ça peut être un bon levier pour moi sur le fait de pouvoir réaliser des projets en tout cas qui me sont plus chers, et ne pas attendre que un projet qui me plaît, que j'ai écrit, développé, passe entre les mains de plusieurs personnes qui, en un claquement de doigts, en fait, peuvent anéantir un projet, et le fait qu'ils ne voient jamais le jour. Et qu'ils ont le droit de vie ou de mort, surtout. Exactement. Et là, du coup, je le vois ça un peu comme un levier, les réseaux sociaux, un peu en mode, je vais essayer d'investir là-dedans, et la visibilité m'apportera forcément plus de crédibilité, donnera aussi beaucoup plus envie à certaines personnes de collaborer peut-être avec moi, et essayer justement que ces collaborations me mènent vers des projets qui m'aspirent, auxquels j'aspire, du coup, vouloir réaliser et mettre en œuvre, quoi. Trop bien. C'est tout ce que je peux te souhaiter, en tout cas, pour les gens qui du coup voudraient te suivre. En tout cas, comment est-ce que tu décrirais, on va dire, ton contenu? Est-ce que du coup tu partages des tips liés à ton métier, ton activité, ou est-ce que ça n'a rien à voir pour les gens qui ne te connaissent pas? Tous les liens seront en description de toute façon, je le redirai après. En fait, j'ai deux projets. En fait, j'ai un projet qui s'appelle Petit Moda, c'est un média culturel
que j'ai fondé il y a 1 an, en parallèle, du coup, un peu en mode side business. Voilà, j'avais envie j'aurais adoré la culture au sens large, justement, mettre en avant des expositions, des musées, des événements qui se produisaient. Et du coup, sur ce compte-là, Petit Moda, donc là, aujourd'hui, là, en 1 an, on a un peu plus de 80 000 abonnés sur Instagram, donc c'est cool, ça a bien fonctionné. Ah ouais, ça... Et du coup, ça a plutôt bien performé. Et ce média-là, donc là, il a 1 an, et du coup, sur celui-ci, voilà, c'est des bons plans. Petit Moda, MAUDA, comme ma société de production, du coup. Et donc, du coup, là, plein de bons plans, en gros, pour aller découvrir des expositions, des musées, on affichera à l'écran événements. Un peu des previews. Et sur mon compte personnel, c'est là où j'essaie. On parle d'Instagram, pardon, on n'a même pas précisé. Sur Instagram, c'est ça, mais sur tous les comptes en soi. C'est Instagram, TikTok, YouTube, etc. Toutes les plateformes. Tout format court sur toutes les plateformes, même Snapchat, vraiment, c'est diffusé partout. LinkedIn aussi également. Et moi, à titre perso, c'est Maubert Damien, du coup, voilà, simple et efficace. Maubert Damien, MAUBERT. Et donc, sur mon compte perso, moi, c'est plus de là. Actuellement, je teste plein de formats parce que du coup, comme je reviens, j'ai envie de tester des formats. Là, il y a un format qui me plaît pas mal, qui est un format sur lequel je donne des news, un peu de l'actualité culturelle, mais plutôt ciné, télé. Voilà, genre je fais des vidéos, genre en mode voilà sur le retour de Spider-Man, ok, quand est-ce que c'est annoncé, avec qui. Là, j'ai fait une autre vidéo typiquement parce qu'il y a un nouveau journal télévisé qui va voir le jour sur la télévision en janvier. Je donne la news de ok, ça va être telle chaîne, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc voilà, c'est plus de la news un peu culturelle, mais plus axée audiovisuel. Sur mon compte perso, et où je suis plus face cam, etc., en mode créateur de contenu vraiment pur, là où sur mon média digital, c'est plus de non incarné et voilà, en mode média, quoi. Très clair. Bon, je voulais pas me risquer à l'expliquer à ta place parce que c'était sûr que j'allais faire moins bien que toi, même si je sais ce que tu fais évidemment, donc c'est très cool. Voilà, encore une fois, tous les liens seront en description. J'avais d'autres questions, mais on arrive gentiment vers la fin. Il faudra que je te libère quand même au bout d'un moment. Mais en tout cas, c'était vraiment un super échange pour moi parce que du coup, voilà, on se connaissait pas encore une fois avant que tu viennes. Donc, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment premier degré, tu vois, appris et découvert plein de choses. J'ai aussi découvert qu'on connaissait énormément de gens en commun au final. Tu vois, Guizy, j'avais bossé avec lui aussi à un moment. Il a aussi sa boîte de prod. D'ailleurs, je trouve qu'il a un positionnement qui est assez intéressant parce que je crois que c'est le seul, en tout cas, c'est le seul créateur youtubeur, tu vois, de base que je connais qui est aussi actif sur LinkedIn et qui a sa boîte de prod. Genre, c'est le seul youtubeur corpo que je connais, tu vois. Ouais, j'en parlais justement avec lui cette semaine aussi parce que je l'ai recroisé cette semaine et c'est vrai que lui, on a pas mal parlé d'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'il a un peu cette veine d'entrepreneuriat, Guizy justement. Et c'est très cool, ce qu'il fait. Et c'est chouette, il a monté sa société de production. On a pas mal échangé là-dessus justement où il fait de l'écriture aussi et il développe pas mal et ça marche super bien pour lui. Guizy, voilà, content de savoir que ça marche pour toi. On t'embrasse. Tom Lothaire, pareil, voilà, crack mondial. Je te souhaite que le premier lieu, voilà, merci Internet. Tous ceux qu'on a oubliés. Bientôt. Tous ceux qu'on a oubliés, voilà, Valorant, etc., tous ceux dont on a parlé. Enfin, on a plein de potes en commun au final, donc c'est très cool. Et puis, comme tu disais, voilà, c'est à la fin un petit monde aussi, donc je pense qu'on se reverra forcément. Fort probable. On aurait pu se voir merci beaucoup pour cette Creator invitation, c'était très chouette. T'as apprécié, c'était cool. Écoute, voilà, bon moment. C'est pas souvent qu'on vient parler justement, se poser justement, d'expliquer un peu des rouages du les milieu, coulisses, etc. Mais c'est intéressant. On est plutôt quand on échange, c'est vrai qu'avec beaucoup de créateurs, c'est souvent en mode on va se poser des problématiques actuelles en mode ok, comment tu évolues, comment ta boîte tu recrutes, comment tu fais ça, etc. En tant que créateur de contenu, comment tu te développes sur les réseaux. Mais c'est vrai que refaire un tracé comme ça, c'est un exercice, c'est marrant. C'est intéressant. J'espère que ça vous inspirera en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés et regardé jusqu'ici. Parce que pour le coup ça l'est, moi avant tout, c'est ce que je dis à chaque fois, mais si je te reçois ici et si j'essaie de proposer ce contenu là, c'est parce que je trouvais que ça me manquait justement, tu vois, en tout cas en France sur ce type de créneau, et du coup c'est un plaisir, voilà, d'accueillir ici des gens comme toi, tu vois, d'en apprendre plaisir autant. partagé, merci beaucoup. Trop bien. Écoute, je vais te poser les dernières petites questions, les classicos, tu vois, de la fin. Déjà la première, c'est est-ce que, vu que tu as une boîte de prod, est-ce que tu recrutes, parce qu'on a pas mal de gens talentueux qui nous écoutent ici, auquel cas on mettra potentiellement les liens en description, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des postes ouverts? Probablement septembre prochain, septembre 2025, probablement une offre d'alternance, je pense. Parce que du coup, j'aurai fait un contrat et actuellement, j'ai déjà 2 personnes. Sinon, je recrute pas spécialement. Éventuellement, des freelances aussi, justement, s'il y a des freelances. C'est surtout des freelances, en fait. Pardon, du coup, intermittents du spectacle, si vous êtes présents, manifestez-vous. Intermittents du spectacle, n'hésitez pas à envoyer vos. Mais des freelances, CV. des monteurs vidéo, des graphistes, des gens comme ça. Freelance, en vrai, je suis preneur de tout profil parce que je travaille déjà avec pas mal de freelance aussi. Mais aujourd'hui, il y a un gros turnover aussi. Et puis, les freelances qui fonctionnent bien, généralement, ils sont vite bookés. Ouais. Donc du coup j'aime bien toujours avoir pas mal de contacts, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos CV. Les gens, si des monteurs, graphistes ou autres sont intéressés de bosser, peut-être même des auteurs et tout, sont intéressés de bosser avec toi, où est-ce qu'on te contacte? Ils peuvent me contacter à damien@modaproduction.com. Ce sera affiché à l'écran en description. Ils peuvent me contacter ici, il n'y a pas de souci. J'en reçois pas mal régulièrement justement des contacts, et c'est souvent un peu le bon mail qui arrive au bon moment et en mode je cherchais justement quelqu'un pour faire ça. Voilà, tentez votre chance. Donc pourquoi pas, si ça se goupille bien, avec plaisir de travailler avec de nouvelles personnes. Le lien de ton site aussi
sera en description. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais au Damien d'il y a 10 ans, tu vois? Damien d'il y a 10 ans, qui du coup est au lycée, normalement. Ouais, je suis au lycée. Et tu vois, s'il écoutait cet épisode-là, qui venait de se taper l'épisode, et qu'il arrivait jusqu'au bout, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, mais de avoir une notion un peu plus tôt de miser sur les autres, mais les autres de notre génération, d'avoir vraiment conscience que en fait mon pote qui est au lycée qui est trop chaud dans ça, en fait bah ça deviendra peut-être le meilleur dans son domaine, même si c'est pas le mien, bah peut-être croire plus en ça, je pense, parce que du coup ça m'aurait fait développer d'autres projets plus tôt, encore plus gros, en me disant peut-être demain on va monter des énormes trucs, et sinon oui, toujours le truc d'être en mouvement, de continuer, de peut-être j'étais déjà un peu comme ça parce que j'ai un profil assez actif, j'aime beaucoup quand même sortir, voir du monde, rencontrer du monde, donc du coup c'est un conseil que je me dirais en mode garde ce truc-là de sortir, d'aller voir les gens et d'être surtout ouvert aux autres et d'aller parler aux autres, parce qu'en fait, chez les autres, tu vas puiser beaucoup de choses, de la sympathie et de l'amitié avec certains, et puis d'autres vont t'apporter énormément de connaissances, et c'est de la connaissance gratuite, quoi, en fait. C'est bête, mais quelqu'un qui est passionné d'informatique... C'est pas d'une manière intéressée, dans le sens il va percer. Non, s'intéresser à ce que font les gens. Moi, il y a des gens que je rencontre, justement, qui sont pas du tout dans mon domaine. Justement, je donnais l'informatique, là, qui me met en tête. Il y a l'informatique, je connais pas du tout. Sauf qu'il y a des gens, en fait, juste en m'intéressant à eux, à ce qu'ils font, ils vont me parler de manière passionnée de ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, déjà, rien que ça, de parler avec des gens passionnés, c'est toujours plaisant. Et en fait, ça se trouve, sans le vouloir, ça m'est arrivé tellement de fois, à la base ça partait d'une discussion justement full désintéressée, juste intéressé par l'être humain plutôt que ce qu'il est et ce qu'il fait, et en fait à la fin tu te retrouves que mais attends, mais tu sais faire ça en informatique, mais incroyable, mais justement je sais pas, je voudrais un site internet, et en fait tu peux m'aider là-dessus, et en fait tu te retrouves à avoir des ponts, et lui moi je suis nul en création de contenu, et en fait tu finis par t'aider d'un point de vue on va dire professionnel. Ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose de full intéressé à la base, alors qu'en fait, pas tout le temps. En fait, c'est comme ça que tu prends du plaisir, je suis d'accord. Et en fait, tu prends du plaisir à rencontrer des gens avec qui que tu vas peut-être jamais revoir, d'autres avec qui tu vas recroiser. Et moi, il y a plein de gens que je connais dans le milieu de YouTube, d'Instagram, des réseaux sociaux au sens large, avec qui j'échange depuis des années, que je trouve très bon dans leur domaine, mais on n'a jamais travaillé ensemble parce qu'en fait, on n'a rien à voir, mais on s'apprécie, et ils m'apportent énormément parce que c'est des petites briques qui vont par-ci par-là dans leur spécialité et tout, qui ça font reste inspirant malgré que ça te nourrit, ça t'enrichit en fait à titre personnel, quoi. Bien sûr, trop bien. Bah écoute, voilà, le Damien, s'il y a un futur Damien qui nous écoute, trop bien. La dernière question, pareil que je pose à chacune de mes invités, c'est qui est-ce que tu verrais sur ce siège en fait à ta place? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu es curieux, tu vois, de découvrir un peu le parcours ou de voir un petit peu plus les coulisses, tu vois? Je suis dégoûté d'ailleurs, on n'a pas le temps de parler de ton organisation perso, tu vois, de ta journée type un peu et tout. J'aurais été curieux de développer. Ah oui, c'est un beau bordel. J'imagine. Donc on fera un épisode 2. Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Mais très chaud en tout cas. Oui, un beau bazar en plus à organiser. Mais qu'est-ce que je voulais dire que je recommande, parce que alors, du coup je suis en train de penser, il y a des gens qui me viennent en tête, mais du coup tu les as reçus. Il y en a plusieurs qui reçus. Non, parce que justement, Lucas Rouillet ou même Valran, du coup, voilà, c'est des personnes qui sont dans mon entourage proche et qui sont vraiment très, très talentueux. Sinon, on a parlé tout à l'heure de Guizy, mais je pense que ça peut être très intéressant, justement. De ouf, Guizy. Guizy qui, totalement, en fait, justement, a le côté créateur. Pardon, je m'étouffe. Et oh, il meurt. Il a le côté créateur et le côté entrepreneur. Et typiquement, on en a parlé pas mal dans ce podcast-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut être intéressant. Ou du côté justement de la création, créateur économie, on en a parlé aussi. C'est pour ça que ça me vient en tête. Antoine Godefroy ou Adrien Copin qui ont monté l'agence Slick. Carrément. Adrien, ce serait incroyable. Ouais. Je n'ai jamais rencontré en vrai Adrien. Ce sont des gars très sympas qui vraiment ont vraiment la dalle de faire des gros projets. Slick, j'adore parce que je trouve qu'ils ont une approche vraiment innovante. Enfin, tu sais, il y avait un peu, ça commençait un peu à se démocratiser, à être un peu établi, tu vois, donc le monde un peu des partenariats, des collaborations avec les marques et des agences du coup qui font ça pour les créateurs. Et je trouve qu'ils sont arrivés avec tu vois, ils ont apporté un vent frais et là ils sont en train de cartonner, j'ai l'impression. Donc, ça marche très très bien. C'est très intéressant. C'est intéressant de voir comment ça s'organise derrière, typiquement, parce que même moi on se connaît très très bien, mais je sais pas tout, donc pourquoi pas, tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à en tirer d'un échange avec eux. Écoute, c'est des magnifiques suggestions. Et Guizy, même chose, en vrai, faudrait que je le recontacte. Je vais l'inviter, c'est une très bonne idée parce que même moi je suis curieux de savoir où il en est maintenant. Il fait tellement de choses. Depuis justement de la création de contenu propre et à aujourd'hui une société. Vraiment, il a un positionnement que je vois nulle part ailleurs. Tu vois, la dernière fois que je parlais avec lui, c'était sur LinkedIn justement. Tu fais pas ça. De créateurs de contenu qui sont sur LinkedIn. Après, LinkedIn est en train d'arriver en force quand même. Enfin, c'est en train de se démocratiser quand même. Là où avant c'était vraiment niché vraiment. Ah mais tu vois, tu connais qui comme créateur qui est vraiment en mode prom dog sur LinkedIn à faire des posts LinkedIn? Lui, il est vraiment C'est vrai qu'il est en mode. Le jour où tu vois Inoxtag ou Squeezie ou même des pas des aussi gros,
mais j'ai des créateurs faire ça. Il y a Domingo qui fait ça aussi. Un peu, ouais, mais ouais, si, c'est vrai. Ouais, si, en vrai, il y en a 2-3. Il a quand même pas mal de. Mais il y en a forcément quelques-uns, mais. Faudrait que j'invite Léo aussi, d'ailleurs. Oui, Enjoy Phoenix aussi, typiquement. Non, moi, c'est vrai. Ouais. Non, mais Guizy, très bien. Bah, du coup, écoute, merci beaucoup, ça me va carrément. On est au 13 ou 14e épisode, comme je te disais, au moment où on tourne là, donc c'est très cool. Damien Maubert, j'espère que ça vous a plu. Tu réalises aussi bien, voilà, comme on l'a dit, des clips, que des publicités, que des vidéos YouTube qui explosent tout, que des courts-métrages, etc. C'est ce que je me fais de la définition d'un bon réalisateur. J'espère que ça vous aura appris des choses et que ça vous aura inspiré. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Merci Damien, et je te libère sur ça. Ciao, merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Salut.